débat d'entre les deux tours des primaires socialistes à Aix-en-Provence, avec M. Édouard Baldo, bonjour. Bonjour. Et puis M. Jackie Lecuivre, bonjour. Bonjour. Je suis avec Sébastien Boistel, donc mon collègue journaliste du mensuel d'information régionale et satirique, Le Ravi. Salut à toi. Salut. Alors aujourd'hui, pour ce débat qui est organisé, qui est proposé par l'association Anonymal, au Patio, à côté du Bois de l'Aune, au quartier du Jas de Bouffon, à Aix-en-Provence, on vous propose de discuter avec ces deux candidats aux primaires socialistes qui viennent de remporter donc, le premier tour et qui vont passer le deuxième dimanche prochain à Aix-en-Provence à travers une présentation de ce que l'on connaît déjà de ces deux personnalités qui seront donc complétées par la suite par les deux candidats. On parlera également des ralliements suite à ce premier tour, de la participation aux élections, et puis on abordera ensuite les éléments de programme de chacun à travers les principales thématiques qui intéressent donc la population, notamment aixoise. Je proposerai de revenir sur les déclarations de chacun sur ces différentes thématiques afin de gagner un peu de temps pour résumer ce qu'on connaît déjà de ce que vous avez déclaré et essayer d'aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là. Et bien sûr, donc Sébastien Boistel qui interviendra à tout moment pour approfondir les thématiques. On commence donc tout de suite avec la présentation des candidats. Que sait-on d'Édouard Baldo pour cette primaire, donc 26,88% des voix pour ce premier tour. On rappelle que Jackie Lecuivre, c'était 19,28% sur 2800 électeurs qui se sont déplacés pour ce premier tour des primaires socialistes à Aix. Cela représente 753 voix. Et pour le deuxième candidat, Sébastien, aide-moi, je n'ai plus le chiffre. 540. Voilà. Édouard Baldo, que sait-on de vous? Vous avez déclaré, donc vous vous situez en dehors des partis, des convenances politiques. Je ne suis pas un coureur de mandat électif. J'ai mis en tête de mes objectifs et de mes impératifs la notion d'éthique. C'est surtout cette notion qui ressort d'emblée dans la gestion de la ville d'Aix-en-Provence. Il ne faut pas confondre les intérêts personnels et l'intérêt collectif. Il faut par exemple sortir du système, en terminer avec les petits arrangements entre amis, avec ces gens qui confondent un mandat avec une république bananière et qui engouffrent dans le personnel communal la fille, le fils, le mari et autres. Il faut un dialogue, la transparence complète avec les citoyens. Édouard Baldo, est-ce que vous êtes d'accord sur ce résumé et qu'est-ce que vous souhaitez ajouter pour vous présenter? Vous m'avez cité in extenso lors de la dernière conversation que nous avons eue ici avec Anonymal. Et donc, je ne peux pas bien évidemment rajouter quoi que ce soit à ce que j'ai déjà dit. Je continue avec donc le deuxième candidat pour cette élection, Jackie Lecuivre. Vous avez 61 ans, aixois depuis 30 ans, militaire dans les sous-marins nucléaires pendant 15 ans. Puis PDG du groupe Sion, qui a démissionné après que les actionnaires aient demandé le licenciement de 20% du personnel, puis une création d'une nouvelle entreprise à la Durane sur Aix-en-Provence. Une création de 260 emplois sur Aix-en-Provence en combien de temps? En 20 ans, 93-2013. Militant socialiste depuis 1980, vous êtes un patron de gauche, comme on dit, consterné par la gestion joacinte de la ville d'Aix-en-Provence et qui veut impulser la transition économique, écologique et sociale sur cette ville. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce résumé? Et est-ce que vous voulez rajouter quelques précisions? Oui, je suis évidemment d'accord sur ce résumé, puisque c'est effectivement ce que j'ai dit sur le même plateau, comme Édouard. Non, ce que je veux rajouter, c'est que je ne suis pas un professionnel de la politique, même si je suis encarté, comme vous l'avez dit, depuis 33 ans. Je n'ai jamais vécu de la politique et c'est aussi peut-être ce qui fait ma différence et peut-être ce qui agace un petit peu ce que j'appellerais les professionnels de la politique, qui eux en ont toujours vécu ou en tout cas en ont beaucoup vécu.
Et moi, mon ambition, elle est très simple. J'arrive aujourd'hui au terme d'une carrière professionnelle, puisque j'ai pris ma retraite il y a 9 mois. Et à l'issue de cette carrière professionnelle, que j'ai beaucoup menée à l'international et qui était plutôt réussie, j'ai le sentiment qu'il est temps pour moi de rendre à Aix-en-Provence ce qu'elle m'a donné quand je suis arrivé avec ma famille il y a 30 ans. Et c'est l'objet de mon engagement dans cette primaire. Et peut-être après, si les électeurs me font confiance dimanche, dans la municipale. Voilà. On va peut-être attaquer dans le vif du débat justement sur la question de la participation. Je sais que vous devez avoir les yeux tournés vers ce qui va se passer dimanche, mais on va se permettre un petit peu un retour sur ce premier tour. Une participation de 2800 votants, c'est très très peu. À la présidentielle à Aix, les primaires avaient déplacé, je crois, 6630 votants au premier tour. 6630 votants. La faute à qui? La météo ou une tutelle, un parti qui n'a pas fait son travail? C'est moi qui réponds le premier. Allez-y. Pas la météo. La météo était très sereine et je pense que la météo n'y est absolument pour rien. Moi, ayant été à l'époque, comme j'étais secrétaire de section et de la section unique, j'avais été l'organisateur des primaires. Et tout au long des derniers mois, j'ai tiré les sonnettes d'alarme en disant que je trouvais qu'on était très en retard dans l'organisation de ces primaires parce que j'avais l'expérience de ce qui s'était passé exactement sur le même processus pour les présidentielles. Et tout ce qui était communication, information, a pris énormément de retard, a été très mal fait. Alors la tutelle, pas la tutelle, le national, le fédéral, enfin peu importe. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on a récupéré dimanche le résultat justement de ce retard qui s'est accumulé. Hier, je rentrais sur les allées provençales, je n'avais pas lu la Provence du matin, je me suis arrêté au kiosque à journaux et le monsieur et la dame qui vendaient des journaux, donc c'est quand même des gens qui dansaient le métier, ne savaient même pas qu'il y avait eu des primaires et qu'il allait y avoir un deuxième tour. Donc c'est vous dire le manque d'information et le manque de médias, enfin le manque d'information et de communication sur ces primaires. Bon, moi je voudrais compléter en disant que 2811 votants par rapport à 6630, c'est 42%. C'est-à-dire que les primaires avaient montré quand même qu'elles pouvaient intéresser les Aixois, puisqu'on était dans la présidentielle à 20% au-dessus de la moyenne nationale. Donc quand on communique bien, quand on intéresse les gens, eh bien, ce processus des primaires où on donne la parole aux électeurs aixois pour décider qui sera le candidat, ça les intéresse, 42%. À Marseille, 80%. C'est-à-dire qu'entre la primaire des présidentielles et la primaire des municipales, la primaire municipale de dimanche a fait 80%. Donc là, je pense vraiment que d'une part, la communication était très mal faite, et d'autre part, on a véritablement été négativement impacté par le fait que le tam-tam médiatique, si on appelle ça comme ça, était beaucoup plus actif pour battre le rappel des électeurs marseillais. Il y a eu beaucoup plus de focus, beaucoup plus d'emphase sur la primaire marseillaise. Et nous, on était un petit peu les oubliés du processus. Voilà. Oui, le constat, effectivement, c'est celui-ci. C'est-à-dire que, faut dire ce qui est aussi, les médias, au moment des primaires présidentielles, c'était les médias nationaux qui intéressaient tout le monde. Et donc, pendant 6 mois, on a vu sur toutes les télévisions de France le dialogue, la discussion, le débat, etc. Et donc, tous les citoyens étaient au courant de ce qui allait se passer. Ici, on est une ville qui, en termes de qualité de citoyenneté, est assez à l'affût de ce genre de choses. Et donc, on a eu un résultat qui était tout à fait correct. Cette fois-ci, 4 villes en France. 4 villes en France, ça veut dire que, inévitablement, les médias nationaux ne se sont pas passionnés pour ce genre de choses. Les médias régionaux se sont passionnés pour Marseille, parce que Marseille, c'était Marseille, parce qu'à Marseille, il se passait toute une série de choses, parce que M. Gaudin était intéressé par ce qui allait se passer, parce que, bien évidemment, il y avait un membre du gouvernement, bref. Aix, c'est un peu passé à côté. Alors, c'est passé à côté, et effectivement, moi, j'ai rencontré pendant toute la campagne une série de citoyens dans la rue qui me disaient « Oh, monsieur Baldôme, je suis ravi, j'ai vu dans le journal que vous aviez accepté d'y aller, ben, c'est très bien, mais je ne pourrais pas venir voter dimanche. » Ah, et pourquoi ?
Eh bien parce que je n'ai pas la carte de... Il ne savait pas dire exactement si c'était la carte de militant, de sympathisant, je ne sais quoi, mais dans les cerveaux des citoyens aixois, et de la majorité des citoyens aixois, si on était intéressé par cette primaire, on pensait qu'elle était localisée à un certain nombre de gens. Et c'est bien dommage, parce que moi j'ai été un des tenants de la primaire, depuis le départ, et j'aurais jamais dit oui aux sollicitations des aixois s'il n'y avait pas eu la primaire. Et je te l'avais dit à l'époque. Parce que j'ai trop connu les circonvolutions internes, les cartes, les choses que... Bref, vous lisez, vous entendez, etc. Donc la primaire, pour moi, c'était important, parce que c'était un souffle démocratique. Et je regrette que ce souffle démocratique n'ait intéressé au bout du compte que 2800 personnes qui ont été actives dans le mouvement. Mais dimanche, il n'est pas dit qu'on fasse pas mieux. Alors vous dites, 4 villes, c'est 5 en tout, hein, puisque c'est Aix, Marseille, Béziers, Oui, Le 5 Havre villes. et Boulogne-Billancourt. Et Boulogne, oui. Et Boulogne est passé... Ce qui laisse à penser que les primaires aussi, on dit que c'est par souci démocratique. On cite en général Olivier Ferrand, Feu, le leader de Terra Nova, qui était à l'origine de ce processus. Est-ce que c'est vraiment par souci de démocratie ou c'est pour... d'une certaine manière, quand il n'y a pas de leader qui se détache, quand il y a un certain nombre de problèmes qui fait que la désignation ne peut pas se faire directement par les instances du parti, qu'on met en place, qu'on fait appel aux électeurs. Et autre question aussi qui se pose par rapport à cette participation, on a vu dimanche dernier que jusqu'au dernier moment, il y a eu des incertitudes sur qui allait l'emporter, et notamment un certain nombre de quartiers ont fait la différence, les quartiers populaires, en Cagnane, le Jas de Bouffan, Aix-Nord. Comment vous réagissez à cette mobilisation dans les quartiers ? Il y a deux aspects dans votre question. La première, c'est effectivement de dire les primaires, c'est ce qui permet, quand il n'y a pas de leader, quand on est que la droite tient la mairie, quand on est dans une grande ville, de faire désigner une tête de liste. Moi, mon grand regret à nouveau, c'est que c'était une formidable opportunité pour les aixois de dire, plutôt que comme d'habitude, ce soit rarement les instances nationales à Solferino qui désignent la tête de liste, mais quasiment toujours au 9e étage du Conseil général, M. Guérini qui donne les investitures pour les législatives, les cantonales et les municipales. Cette fois-ci, on a dit... Eh bien, il y a eu le rapport Richard, il y a eu le rapport Montebourg, et on a dit, il y a eu aussi ça, le fait que le leadership et tout ça, c'est une raison. Une des autres raisons, c'est qu'on a dit, si on ne fait rien, ça va encore être décidé par le clan Guérini et qui va nous imposer un candidat plutôt qu'un autre. Et moi, je regrette vraiment que, pour une fois qu'on donne à Aix-en-Provence la possibilité aux électeurs aixois, la possibilité de dire... Voilà la tête de liste en qui on croit, qui va être capable de rassembler une liste, de la mener au combat contre Marie Joissains, eh bien, ça n'est intéressé que 3% de l'électorat. Vous prenez 2800 votants, vous divisez par le nombre d'inscrits sur les listes électorales, il y a 97% des aixois qui n'ont pas compris les enjeux, qui n'ont pas compris que c'était une opportunité rêvée de donner un grand moment ça pouvait être un grand moment de respiration démocratique et qui s'en sont pas saisis. Donc moi, mon message, il est très clair. Aujourd'hui, je crois que ce soit Édouard ou moi qui soit élu, si on est élu avec ce petit score, ça sera beaucoup moins bien que si dimanche on a 5000 ou 6000 votants. Parce que cette opportunité de respiration démocratique, mon message très fort, c'est de dire aux aixois, saisissez-vous-en. Allez voter, ça prend un quart d'heure et au moins, lorsque le résultat tombera, eh bien, vous aurez participé au choix, contrairement à ce qui s'est toujours passé. Ce n'est pas dans les alcôves un peu sombres du Conseil général que cette fois-ci, ça sera décidé, c'est par vous. Donc faites-le. Alors, Édouard Baldo... Très simplement, au dos de mon 4 pages, il était écrit « Prenez le pouvoir ». Voilà. Et moi, j'ai appelé les aixoises et les aixois pendant des mois à prendre le pouvoir. Et je les invite encore dimanche à prendre le pouvoir. S'ils prennent le pouvoir dimanche, alors on pourra montrer à cette ville un autre chemin que celui qu'on connaît actuellement. Voilà, l'essentiel de ce que j'ai à dire. Vous parliez de carte électorale. Je crois avoir entendu que Jackie Lecuy, vous n'avez pas voté finalement. Non, je n'ai pas voté, puisqu'effectivement, je m'étais pas soucié de cette histoire de primaire. Et j'avais ma carte, comme depuis longtemps, au Puy Sainte-Réparade,
où j'avais ma résidence, j'ai toujours d'ailleurs ma résidence principale. J'ai aussi un appartement sur Aix, et au bout d'un moment, je me suis réveillé en me disant « mais il va falloir quand même que j'aille m'inscrire ». Donc je suis allé rue de Venelle, ça devait être le 4 ou le 5 février, je ne me souviens pas, pour m'inscrire. J'ai reçu effectivement que j'étais inscrit au bureau de Château-Double, ainsi de suite. Donc, mais il fallait être inscrit pour les primaires. Donc je voterai évidemment au municipal l'année prochaine. Mais pour ces primaires, la règle était très claire. Il fallait avoir été inscrit avant le 31 décembre 2012. Donc je n'y étais pas, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une voix qui a fait basculer, qui fera basculer le scrutin de dimanche. Oh. Moi, je n'ai pas ce problème. Je suis inscrit à l'école Grassi depuis 42 ans. Parlons de choses qui fâchent. Avant de parler, on a parlé de la participation, on parlera des ralliements, et puis bien sûr on verra ensemble les éléments de programme. On se gargarise beaucoup en ce moment dans les médias et un peu tous azimuts sur le besoin d'éthique, de nouvelle gouvernance, de moraliser la gouvernance publique un petit peu dans tous les secteurs. On parle des affaires Sarkozy, de l'affaire des affaires Guérini, sans compter la plus grosse affaire Cahuzac, bien sûr, ou les affaires Joassin. Vous êtes au sein de cette équipe plusieurs personnalités. Vous êtes 2 personnalités ici aujourd'hui à défendre ce besoin d'éthique et de changement de gouvernance. Au sein de l'équipe, on peut quand même noter quelques petites divergences. On a entendu notamment André Gaine, par exemple, qui, en parlant de Marie Joassin, je cite, disait « Moi, je serai aussi au service des gens qui me soutiennent ». Il rajoute « Mais je veux élargir largement, je veux que les Aixoises et les Aixois soient traités avec plus d'équité que ceux qui l'ont été jusqu'à ce jour. » Mais rajoute, je veux un traitement le plus équitable possible, mais pas égalitaire, ça n'existe pas. De plus, il n'est pas favorable au transport en commun gratuit, comme vous l'êtes par exemple, Édouard Baldo. On voit qu'il y a quand même des différences entre ce côté radical à vouloir changer l'éthique de gouvernance un peu à tous les niveaux qu'on retrouve chez vous deux. Et puis, voilà, quelques propos de temps en temps, par-ci, par-là, de vos collègues. Comment voyez-vous ces différences et comment pensez-vous gérer cette équipe qui n'est pas tout à fait d'accord sur ces sujets? D'ailleurs, sur l'histoire de la gratuité, on y reviendra, des transports, vous n'êtes pas non plus tous les deux d'accord. Jacques Lecuivre? Oui, enfin, l'éthique, moi honnêtement, je ne répondrai pas sur ce qu'a écrit André Gaine, sur Marie Joassin, ainsi de suite. Pour moi, l'éthique, c'est une valeur qui ne se décrète pas, qui ne se déclame pas. C'est une valeur personnelle qui vient de son vécu. Et très honnêtement, quand je me retourne tous les matins, quand je me regarde dans la glace et que je me retourne sur les 61 années de ma vie, qu'elle soit une vie personnelle, professionnelle ou politique, j'ai l'impression d'avoir toujours respecté les valeurs essentielles de l'éthique. Bon, maintenant, on ne parle pas de ça. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est si demain, Jacques Lecuivre devient le maire de cette commune, en quoi est-ce qu'il va impulser plus d'éthique dans la gestion de cette belle cité? C'est ça qui est intéressant pour les électeurs qui sont en train de regarder ou d'écouter ce débat. Moi, je suis pour une gestion véritablement vertueuse et transparente. Et moi, je vais vous donner des mesures simples mais fortes. Gestion vertueuse et transparente, c'est quoi? C'est faire comme Bertrand Delanoë à Paris, qui, pour toutes les commissions sur lesquelles il y a des suspicions, et parfois plus que des suspicions de favoritisme, je parle de l'attribution des places en crèche, l'attribution des logements, les promotions des personnels municipaux, les recrutements des personnels municipaux, enfin toutes ces choses où souvent on se dit ça peut être entaché de favoritisme, de clientélisme, de népotisme. Eh bien, moi, je ferai comme le fait Bertrand Delanoë, c'est-à-dire qu'avant chacune de ces commissions, il y a un tirage au sort comme pour les jurys d'assises, et puis il y a des citoyens qui seront invités à assister, à participer à toutes ces commissions. Ça, c'est de la transparence. Aujourd'hui, même si on n'est pas très en avance dans cette ville sur tout ce qui touche au numérique et aux nouvelles technologies, il y a une notion d'open data. Aujourd'hui, il y a plein de données informatiques qui intéressent la vie de la commune et qui ne touchent pas du tout à la vie privée, mais au contraire à l'affaire publique,
que je me propose de mettre en ligne comme dans beaucoup de municipalités. C'est important que les citoyens puissent avoir accès à tout ce qui se passe effectivement dans leur ville, à avoir accès à tout ce qui est important dans la vie de leur ville. Dernier point, je l'ai dit, et c'est aussi à la fois, je dirais, une gestion vertueuse et en tout cas un peu plus dynamique, un peu plus pétillante de la gestion municipale. On est évidemment, et j'en suis ravi, depuis Lionel Jospin, chaque tête de liste doit prendre autant de femmes que d'hommes sur sa liste, c'est la parité homme-femme. Donc ça, il n'y a pas de discussion. Par contre, moi, ce que je souhaite faire, parce que je ne comprends pas comment on peut dire on va s'occuper de la jeunesse, on va s'occuper effectivement de leurs problèmes spécifiques, et puis avoir des conseils municipaux où la moyenne d'âge elle est au-dessus de 60 ans. Donc moi, ma proposition, c'est une parité qui là n'est pas obligatoire, qui est une parité générationnelle, en disant, si je suis demain en charge de rassembler, enfin de construire une liste pour la mener au combat contre l'équipe Joissaint, eh bien, il y aura exactement le même nombre de moins de 40 ans que de plus de 40 ans. Parce que je pense que c'est important qu'il y ait à la fois la force de l'expérience, c'est un peu les contrats de génération, la force de l'expérience, et puis la pétillance, la pétulance de la jeunesse, et puis surtout la connaissance du terrain, de ce qui intéresse les jeunes et de ce qui fait leur spécificité. Je me permets d'intervenir sur cette question de l'éthique. À un moment, vous avez été, je crois, vous me coupez si je dis une bêtise, mais il y a eu la haute autorité des primaires qui a été relativement discrète durant la campagne, qui est revenue durant la campagne aixoise, notamment sur l'accessibilité des listes de militants, et notamment qui a pointé le fait que vous étiez secrétaire de section et qu'en gros il y avait des candidats qui étaient plus égaux que d'autres. Comment est-ce que vous avez vécu et comment est-ce qu'on vit le fait qu'il y ait des candidats qui étaient plus enclins à avoir plus facilement un certain nombre de listes. Excellente question. Là, on n'est plus dans l'éthique. Là, on est dans le dénigrement. Il y a le monsieur qui qui est le président de la haute autorité des primaires, qui l'avait déjà été il y a 2 ans, et qui est le président de la haute autorité des primaires municipales. Il s'appelle Jean-Pierre Mignard. Et les gens qui vous ont dit, vous êtes vraiment très mal informés, parce que les gens qui vous ont dit que la haute autorité avait pointé le fait qu'il y avait des gens plus égaux que d'autres et que j'aurais eu des fichiers ou des informations que les autres candidats n'avaient pas eues, c'est absolument faux. Il y a eu un moment où il y a eu effectivement, et moi j'insiste sur le fait que là on est dans le ragot, il y a eu un moment où il y a des candidats qui ont dit Jackie Lecuivre, qui a été secrétaire de section, il a accès à un fichier, il a accès à des téléphones, il a accès à des informations qui ne sont pas mises à la disposition des autres. J'ai appelé Jean-Pierre Mignard, et je le dis, et je sais que si je dis des bêtises ce matin, il saura me tancer et me taper sur les doigts. J'ai appelé Jean-Pierre Mignard, qui m'a dit « Appelle Pierre Autran, qui est le responsable de la haute autorité pour les primaires à Aix ». J'ai demandé à Pierre Autran, j'ai dit « Moi, je suis pour donner effectivement les informations qui sont à mon disposition en tant que secrétaire de section aux autres candidats. Mais il faut que vous, haute autorité, me le demandiez, parce qu'il y a effectivement des bruits qui circulent comme quoi je serais celui qui cache sa copie, qui garde les choses. » Il m'a dit « Interdiction ». Donc je le dis haut et fort ce matin, dénigrement, mensonge. C'est Pierre Autran, sous la haute autorité de Jean-Pierre Mignard, qui m'ont dit il n'en est pas question, les informations seront fournies par la fédération à Marseille. Voilà. Et moi, je pense que j'aurais au contraire transgressé l'avis de la haute autorité, contrairement à ce que vous avez dit, si j'avais effectivement transmis ces informations comme je l'avais proposé. Il fallait respecter la CNIL. Et au niveau de voilà, donc c'est pas la haute autorité ne peut pas m'avoir tancé. À aucun moment, nous n'avons écrit, et je pense qu'à aucun moment les journalistes n'ont fait état du fait que vous auriez fait de la rétention de. Ah, mais c'est ce que vous avez dit dans votre question, non ? C'est absolument pas ce que j'ai dit dans ma question. J'ai simplement parlé de la question comment est-ce qu'elle a été vécue, parce qu'un certain nombre de candidats ont dit. Attention, il y a des candidats qui ont des difficultés à avoir un certain nombre de listings ou avoir pour contact des militants pour les parrainages. C'était simplement sur cette question-là. Et ensuite, sur la question de l'éthique, on était dans une campagne qui était plutôt à fleur et moucheté. C'était intéressant aussi de se pencher sur ce petit moment où il y a eu un petit peu d'électricité. Je l'ai proposé en présence de tous les candidats. Dans les bureaux de Jean-Pierre Mignard à Marseille, en disant « Moi, je suis tout à fait ouvert à fournir effectivement les informations que j'ai en tant que secrétaire de section. » Mais dis non. Edouard Baldo ? Vous me permettez de ne pas rentrer dans cette tambouille. Moi, j'en ai pas eu besoin. On a fait le 30 mai
anniversaire de la Commune de Paris. Une présentation de tous les postulants à tous les camarades socialistes d'Aix-en-Provence. Et après cette date du 30 mai, il fallait avoir des parrainages militants. D'où le problème. 20 parrainages militants, ou 25. Bon. Moi, j'ai terminé ma présentation à 18h30. À 20h30, à la fin de la réunion, j'avais 30 parrainages militants. Donc, je n'ai pas eu besoin de sortir des fichiers ou pas des fichiers. Voilà. Et depuis le début moi, de ma vie politique, et elle remonte loin, l'éthique, ça a été... J'ai eu un maître comme ça. C'était M. Félix Siccolini, un grand monsieur. Celui qui a construit notamment le Jas de Bouffan. Celui qui a construit le Jas de Bouffan. Bref, si on revient dessus, on va rester 3 heures. Mais moi, je n'ai jamais fait de fausses cartes, de cartes de complaisance, toutes ces choses qui sont des tripotages internes des partis pour lesquels, très franchement, j'ai le plus profond mépris. Voilà. Et lorsque, pendant des années, les gens me disaient à Aix, allez, il faut faire quelque chose, regarde, moi, j'avais pas le temps, je pouvais pas, j'étais 2 jours, 3 jours par semaine à l'étranger. Bon, c'était pas sérieux. Je disais non. L'année dernière, j'ai dit oui, parce que j'ai su qu'il y aurait une primaire citoyenne, et que la tambouille que vous évoquez n'aurait pas lieu. Rappelez-nous, entre parenthèses, ce que vous faisiez à l'étranger. Vous défendiez les intérêts moi, je suis un avocat depuis très longtemps, et je suis polyglotte. Donc, à l'époque où l'équipe de François Mitterrand était au pouvoir, j'ai été utilisé par un certain nombre de ses collaborateurs comme polyglotte à l'étranger. Et puis, en 90, fin 90, début 91, j'ai dit, bon, ça suffit. Et étant avocat, j'ai utilisé les langues étrangères que je connaissais pour introduire, pour négocier avec 19 gouvernements étrangers l'entrée d'un certain nombre de sociétés françaises sur les États gérés par ces gouvernements. Voilà. Bon. Et donc, j'étais à l'extérieur. Et, voilà. Et l'année dernière, j'ai dit oui. Mais à 2 conditions. Je l'ai dit aux amis qui étaient là. 2 conditions. 1, la façon d'être. L'éthique. Et je suis ravi que tout le monde, depuis, ait découvert l'éthique. 2, la façon de faire. Et la façon de faire, c'était la dynamique de ville. Voilà. Mais ça, je pense que vous voudrez l'évoquer tout à l'heure. Alors, l'éthique, pour moi, c'est simple. C'est la non-confusion entre les intérêts privés et l'intérêt public. C'est simple. Bon. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'inventer midi à 14h, on a des règles. Moi, je suis un juriste. Et un juriste, ça applique les règles. Si on applique les règles, l'éthique est préservée. Voilà. On applique les règles. Lorsque vous avez une commission d'appel d'offres, elle applique les règles. Du temps de M. Siccolini, j'étais très jeune, j'étais président de la commission d'appel d'offres. Je vous garantis qu'on appliquait les règles. Voilà ce qu'il en est. Alors ça, c'est à titre individuel, mais au titre du rapport qu'on a avec les citoyens, on prend des engagements, on les respecte, c'est la moindre des choses, hein, on les respecte, et on rend compte. D'où la volonté marquée que vous avez pu voir dans les documents que j'ai rédigés et fait rédiger par mes amis depuis quelque temps, la volonté marquée d'avoir un rapport continu avec les citoyens, au travers notamment des conseils de quartier et de cadre de vie, mais on pourra aussi en parler tout à l'heure si vous le voulez bien. Voilà. Vous parlez de dynamique de ville, effectivement, vous mettez en avant cette volonté de créer une dynamique de ville, parce que la ville d'Aix a vécu pendant 40 ans une vie de rente, actuellement à bout de souffle. Vous parlez de redynamiser l'urbanisme, l'économie, le social, la vie associative et la culture, sur le modèle de Montpellier, réussi par Georges Frêche, un vieil ami. Au niveau de l'éthique, sur Georges Frêche, je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est vraiment un modèle Votre confrère a expliqué que c'était la dynamique de ville qui était... Oui. D'accord. Vous dites également, pour repartir sur les thèmes de campagne, on ne construira pas demain Aix comme on l'a construit dans les années 50. C'était un petit peu ce qui vous était reproché quand vous faites des allusions à ces personnalités, comme celui qui a construit le Jas de Bouffan, par exemple. La ville est composée de quartiers juxtaposés les uns à côté des autres et qui ne vivent pas une vie de ville, pardon. Et c'est une fracture urbaine. On va en parler parce que c'est quelque chose qui pose souci depuis de très longues années. Alors, je vais rappeler juste, Jackie Lecuivre, ce que vous mettiez en avant sur ce sujet.
Logement, transport, économie, c'est interconnecté, mais pas sur Aix. Vous parlez du PLU, bien sûr le plan local d'urbanisme, qui sert à définir pour les 25 années qui viennent comment ils doivent se loger, ces habitants, travailler, se cultiver, faire du sport, l'environnement. En juillet 2001, le PLU devait être défini. Il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Je crée donc un pôle d'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui va essayer de s'attaquer simultanément à ces problèmes. Jackie Lecuivre, votre commentaire, précision sur ces... Mon commentaire, évidemment, ça va être un peu je vais apporter des précisions. Aujourd'hui, c'est vrai que ce grand document de planification qui s'appelle le PLU, Plan local d'urbanisme, est obligatoire. Aujourd'hui, pourquoi n'a pas été... parce que l'équipe en place est constituée de gens qui ne sont pas suffisamment travailleurs, ne sont pas suffisamment au fait de ce qu'il faut faire et sont surtout en train de faire beaucoup de clientélisme, favoritisme. Aujourd'hui, l'embryon de PLU qu'on voit sortir 12 ans après le démarrage de ce PLU, c'est un ensemble de rustines qui sont collées pour faire plaisir à quelques propriétaires qui sont dans l'électorat bourgeois de Mme Joissains. Mais il y a le PLU, c'est véritablement, et vous l'avez dit, en relisant un petit peu ce que j'avais annoncé sur ce plateau la dernière fois, c'est un document essentiel qui doit définir, pour une ville comme Aix-en-Provence, comment les Aixois, dans les 25 ans qui viennent, vont travailler, l'emploi, se loger, le logement, se distraire, la culture, le sport, ainsi de suite, respirer, l'environnement, et se déplacer, les transports. Donc, quand je dis que c'est tout interconnecté, parce qu'évidemment, les journalistes que vous êtes, quand ils nous reçoivent, disent « si demain vous deviez définir une priorité quand vous arrivez à la mairie », il n'y a pas la priorité, tout est prioritaire et surtout tout est interconnecté. Enfin, tout n'est pas au même niveau de priorité, mais tout est interconnecté. Si vous dites « je vais développer l'emploi », sans vous occuper en parallèle du logement, vous allez avoir des nouvelles entreprises qui vont venir, qui vont créer de l'emploi, mais si les logements ne sont pas au tarif correspondant avec des loyers correspondant au salaire que vont recevoir vos nouveaux employés, ça n'a pas de sens. Si les déplacements sont pas et qui sont toujours aussi thrombosés que ce qu'on a aujourd'hui, vous allez créer de nouvelles entreprises, les gens vont perdre un temps fou dans les transports pour aller bosser le matin. Enfin, tout ça pour dire que mon idée, c'est de dire on va créer effectivement un pôle de développement, un développement économique, un plan de développement qui va insérer à la fois d'aménagement durable du territoire, c'est ça, qui va s'occuper d'emploi, de logement, de déplacement, avec des experts dans chacun de ces sujets, et le tout intervenant en transversal sous l'autorité effectivement du maire. Ça me paraît effectivement essentiel, et quand je disais qu'en 2001, il y a la délibération de juillet 2001, c'est-à-dire dès l'arrivée de Mme Joissains et de son équipe aux affaires, qui disait priorité absolue, élaboration du PLU, se sont succédés beaucoup de cabinets d'études, beaucoup de directeurs de l'agence de l'urbanisme. Ils se sont succédés et aujourd'hui, on n'a toujours pas de documents structurés qui définissent comment on va se déplacer, travailler, se distraire et ainsi de suite. Donc c'est un élément essentiel qui sera cette fois-ci effectivement sur le bureau du nouveau maire en 2014. Édouard Baldo, vous êtes à peu près d'accord sur ces sujets-là, que tout est un petit peu relié, mais vous rajoutez que le transport et l'urbanisme sont indissociables de la pollution à Aix. Vous accentuez là-dessus, sur le fait que sur la pollution à Aix de tous les quartiers ouest, pollution liée aux autoroutes, pollution essentiellement donc automobile, qui provoque des pics de pollution qui envoient les Aixois à l'hôpital. Vous proposez donc, à partir d'une étude, 13 emplacements dans la périphérie d'Aix qui pourraient servir à installer des parkings de persuasion associés à des bus qui seraient cette fois gratuits. Quant à vous, Gérard Lecuivre, Jackie Lecuivre, vous précisez en plus qu'au niveau des transports, c'est un peu la pagaille entre Veolia et Keolis. Pour les bus, on essaie de voir comment ça peut mieux fonctionner et moins cher, avec notamment des bus moins grands qui encombrent les rues. Il faut remettre en place la marche et le vélo qui ne fonctionnent pas alors que l'on continue à payer des fortunes à Déco.
là-dessus aussi, je crois que vous rejoignez, vous êtes à peu près d'accord sur ces thématiques. Peut-être une précision. Oui, moi je peux vous donner Norbaldo. une réflexion. Il y a d'abord le constat, ensuite la volonté politique, et enfin les instruments. Le plan local d'urbanisme, c'est un instrument, il n'y en a pas. Le plan local d'habitation, c'est un instrument, il n'y en a pas. Le plan de déplacement, c'est un instrument, il n'y en a pas. Et donc la volonté politique des sortants, elle est patente. Ça a été du conservatisme à petits pas et de l'immobilisme constant. Moi, j'ai proposé, et vous l'avez dit, une réflexion sur la dynamique de ville. La dynamique de ville, c'est une philosophie politique. C'est là la volonté politique. Il est évident que dans une dynamique de ville, il y a un certain nombre de choix à opérer, et ces choix, vous les retrouverez à travers les 3 instruments que je viens de citer. Je dois dire d'ailleurs que, autant sur cette philosophie d'ensemble que sur la notion d'éthique que vous aviez abordée tout à l'heure, apparemment, tous les postulants au premier tour sont d'accord. Vous avez dû voir dans la presse d'aujourd'hui que, mis à part l'un de nos amis, M. Agopian, qui laisse ses électeurs libres de leur choix dimanche, tous les autres se sont rassemblés avec moi dans cet esprit, sur cette philosophie. Voilà. Alors, vous avez abordé un certain nombre de points concrets. J'ai l'habitude de montrer ce plan. Ah. La pollution dans les quartiers ouest. C'est la pollution dans les quartiers ouest de la ville. C'est un document qui a été réalisé par qui et quand? C'est un document qui a été réalisé par les spécialistes de l'observation de la pollution. Voilà. Exactement. Et voilà, en plus petit, et vous voyez parfaitement ce qu'il en est. Qui date de quand? Qui date d'il y a 2 mois. D'accord. Voilà. Et qui circule. Et donc, moi je dis qu'aujourd'hui, il y a un problème majeur, c'est cette pollution. Et effectivement, vous pouvez enquêter à l'hôpital d'Aix-en-Provence, vous verrez qu'au moment des pics de pollution, vous avez des exois qui quittent leur logement pour se retrouver à l'hôpital, les asthmatiques, les emphysémateux, etc. Bon, donc il y a une réflexion massive à avoir. Il y a des propositions concrètes à faire, et des propositions avec lesquelles on ne peut pas mégoter, si vous me permettrez ce terme. Donc, moi je dis quoi ? En présence de cette, l'expression n'est pas de moi, de cette thrombose circulatoire, il faut trouver quelque chose. Vous avez cité une série de réflexions, qui sont, non pas des réflexions d'ailleurs, mais des dossiers au point, parce que depuis des mois et des mois, j'ai rencontré toutes les associations possibles et imaginables, j'ai discuté avec tous les comités d'intérêt de quartier, on a évoqué ces questions avec toutes les personnes intéressées, avec des citoyens dans la rue, dans les quartiers. Bon. Et il est indispensable qu'on arrive à évacuer les véhicules de la ville d'Aix. Voilà. Comment faire ? 1, vous l'avez dit, on a repéré ces surplans, c'est chiffré et c'est phasé. 13 emplacements dans la périphérie emplacements d'Aix. dans la périphérie sur lesquels on doit pouvoir installer des parkings de persuasion. Mais les parkings de persuasion Ces ne servent emplacements à rien. appartiennent à la ville. Ça va depuis des terrains qui appartiennent à la ville jusqu'à des délaissés d'autoroute. Hein, je veux dire, c'est-à-dire des lieux sur lesquels on peut faire vite. Et on n'a pas besoin de faire des parkings de grand luxe pour faire des parkings de persuasion. Mais un parking de persuasion ne sert à rien si l'automobiliste arrive avec sa voiture, attend une demi-heure, voit arriver un car de 12 mètres, monte dans le car et attend encore un quart d'heure pour repartir. Ça ne va pas. Donc, nécessité absolue d'accélérer les rotations. Nécessité absolue d'avoir des mini-bus et pas des maxi-bus. Parenthèse qui va vous faire sourire, mais ce sont des chiffres qui m'ont été donnés. Moi, tous les jours à l'étude, je reçois 1 centimètre de fax qui m'arrive de je ne sais qui. Mais je sais que c'est de la mairie. Ça veut dire qu'il y a toute une série d'employés municipaux qui ont compris un certain nombre de choses et qui, depuis des mois, me fournissent un document de base. Ouais. Or, les périodes de pointe, vous avez une moyenne de 5 passagers transportés par car de 12 mètres. 2 sur 5 PEPA, pour des raisons sociales ou autres. Bon. Donc, qu'est-ce que je dis dans la réflexion ? Je dis que le système de navette, il doit être gratuit. Pourquoi ? C'est pas pour faire un coup politique, on reste gratis, c'est pas ça. D'abord, c'est parce qu'à Aix-en-Provence, le ratio des encaissements de tickets
est minime C'est moins de 15% par rapport je au crois. total. On arrive à 7% au grand moment. Quand on sait que le budget a été augmenté de 12% par un rajout de 28 millions, je vous laisse Ça a arriver été au justement bout du voté raisonnement. par la CPA, Bon. Et qui oui. fait un total, juste pour ceux qui nous suivent, 28 de millions. 270 millions d'euros Voilà. avec cet avenant de 28 Voilà. millions d'euros. Exactement. Donc ça coûte très cher. Et donc, dans la réflexion, il est évident qu'il faut développer le transport en commun. Le complément de cette réflexion, c'est la piétonisation complète de la vieille ville. Voilà. Alors, moi, je Ça a veux bien- déjà commencé. Oui, oui, c'est une piétonisation gadget qui a déjà commencé, à savoir que vous avez une rue sur 3 qui est bouchée. Les citoyens ne savent pas exactement où ça se tient. Aujourd'hui, encore un chiffre, 65% des véhicules que vous voyez dans la vieille ville sont des véhicules de passage. Ça veut dire que les gens qui habitent dans la vieille ville ne représentent que 35% des véhicules de la vieille ville. D'accord ? Donc on peut piétoniser cette vieille ville. Moi, tous les comités d'intérêt de quartier de la vieille ville, les 3 me l'ont demandé. Les 3. Les forains du marché me l'ont demandé. Est-ce que ce serait une piétonisation totale ou une piétonisation Totale. Je veux dire électronique, surveillée, avec des Oui. des systèmes Alors, de fermeture et d'ouverture pour les commerçants, pour pas gêner les approvisionnements de commerce ou de petits commerces en centre-ville. Cher monsieur, tous les 4 jours, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit « Bonjour, on aimerait discuter avec vous de la piétonisation de la vieille ville. » Très bien, monsieur. Bon, écoutez, rendez-vous à la Madeleine demain à 7h. Bon, et je me retrouve à la Madeleine avec le plan de Maastricht, d'Eindhoven, parce que je dois évidemment à ma vie à l'étranger d'avoir vu un certain nombre de choses, et notamment des piétonisations absolument remarquables dans les pays étrangers, mais aussi en France. Je suis allé passer une après-midi complète avec le responsable de la piétonisation à Bordeaux, par exemple, au mois de juin dernier. Le système mis sur pied, je ne dis pas qu'il faut tout copier, mais le système mis sur pied est intéressant. Notre vieille ville fait 500 mètres de diamètre. À Bordeaux, la piétonisation, certainement un certain nombre de personnes ici la connaissent, elle fait 1,5 km sur 600 mètres de large. Bon. Ils ont piétonisé en 2 ans, et le responsable de la piétonisation pendant 6 mois a fait toutes les rues, tous les habitants, tous les commerces, en disant bonjour, voilà comment ça va se passer. Et maintenant, plus personne ne veut rien changer. Voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement de piétoniser, de laisser aux résidents la possibilité d'arriver jusqu'à leur garage, ce qui paraît évident, d'avoir des entrées et des sorties dans la vieille ville, gérées par la police municipale, avec des micros, etc. Et au niveau des livraisons, d'avoir un quai à 2 km de chargement-rechargement, parce que vous avez à ce niveau-là des livraisons par des camions électriques, par exemple, mais des petits camions, et ces livraisons, elles s'étalent sur toute la ville, sur toute la journée. Les bouchers, on les livre à minuit et demi, les boulangers, on les livre à 1h30, voilà. Donc voilà la réflexion, on peut rentrer dans le détail si vous voulez, on a des 10 kilos de dossiers là-dessus. Mais voilà le principe, si vous voulez. Voilà. Petite réaction de M. Le Touffe sur cette question de la gratuité. Vous ne semblez pas trop favorable à... Non, mais moi je trouve Et après, on passera à un autre qu'Édouard, surtout, il a vite évacué l'histoire de la gratuité. Moi je voudrais savoir, parce que ça avait été un des chevaux de bataille de sa campagne, de son début de campagne, et là je trouve qu'il a éludé un petit peu. Il a dit, bon, les navettes... à l'intérieur de la ville, je vais les faire gratuites, ainsi de suite. C'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, il avait fait à l'IEP, il avait fait venir la responsable des transports d'Aubagne, qui nous avait expliqué par le détail comment c'était effectivement une très bonne mesure. Beaucoup de réactions, y compris de la part des gens, des associations comme la DAVA, ainsi de suite, qui sont vraiment des gens qui sont très impliqués dans les déplacements, les modes doux, qui avaient dit la gratuité pour nous n'est pas une bonne solution. Pas une bonne solution. Parce que on se rend compte que la seule ville qui est citée en exemple aujourd'hui, c'est Aubagne. Il y a quelques jours dans la Provence, on se rendait compte qu'Aubagne est la ville qui, en termes d'endettement par habitant, a un endettement par habitant le plus grand des Bouches-du-Rhône, des villes conséquentes, 4 fois plus que Aix. C'est-à-dire C'est que dû au transport gratuit ?
Non, c'est pas du mais cassa. Ce que je veux dire, c'est Ça que fait 10 ans. quand on a un taux d'endettement qui est 4 fois celui d'Aix-en-Provence, 2 fois celui de Marseille et 8 fois celui de Istres, bon, je trouve qu'offrir en plus les transports gratuits, c'est un peu, on transporte à crédit. Parce qu'il y a un moment, aujourd'hui, la taxe transport, qui est la taxe payée par les entreprises pour faire fonctionner dans chacune des agglomérations, les transports publics, 1,2% sur Aix, 2% à Aubagne. J'ai la faiblesse de penser qu'à Aubagne, ce sont les entreprises qui payent le transport de tout le monde et pas forcément pour leurs salariés qui viennent de partout. Donc moi je dis que ce n'est pas une bonne mesure. Je crois vraiment qu'on a la possibilité de moduler effectivement les tarifications jusqu'à la gratuité. Il y a toute une couche de population, les jeunes, les chômeurs, enfin les gens qui sont vraiment dans une situation précaire en termes économiques, à qui on doit offrir effectivement cette gratuité. Mais je trouve sincèrement que le type qui arrive, qui habite aux allées provençales à Aix-en-Provence, où on paye 8 000 € le mètre carré, je pense que lui offrir la gratuité quand il monte dans un bus aixois et faire payer ça, faire supporter ça par les contribuables aixois, je pense que ça n'est pas un bon message à livrer. On a toute possibilité de moduler, je vous dis, le prix des transports, mais le budget transport, c'est 60 millions d'euros. Et je pense que ce n'est pas un bon message que de dire c'est les contribuables qui vont payer, et puis c'est pour tout le monde. Ça n'inciterait pas cet usager, comme le disait Édouard Baldo, à quitter sa voiture et à prendre d'autres habitudes pour moins polluer la ville. Et d'un autre côté, on a vu que le transport en commun des bus dans ces villes-là coûte extrêmement cher. On parle de 270 millions d'euros avec 28 millions d'euros rajoutés, votés par la CPA aujourd'hui. Oui, sur plusieurs années quand même. Hein. Vos oui, chiffres bien sont sûr. pas par année. C'est une rallonge sur 8 ans. Hein. Voilà. 8 ans, mais on a vu aussi que finalement la billetterie ramenait pratiquement pas grand-chose sur ces montants qui sont assez hallucinants. Je peux donner le détail d'ailleurs, moi. Peut-être donner le détail et on revient sur la... Bien sûr. Mon ami Jackie est venu du Puy-Saint-Tréparat pour être candidat à Aix et il critique la commune d'Aubagne. Moi, comme il veut, mais tu devrais être candidat à Aubagne, ça serait plus sympathique. Mais non, voilà, je vous donne le détail. Effectivement, si vous prenez uniquement la notion de gratuité, d'abord le chiffre, c'est pas celui-là, c'est 248 millions aujourd'hui, dont 28 millions d'augmentation. Donc, rectification de chiffre. Moi, je parle par an. 248 millions divisé par 8 ans, ça fait 60 millions. Ouais, ça fait pas 70. Ouais. Donc, on arrive à ce niveau-là. Alors, le montant de l'encaissement, ici, il arrive à peine à 7%. Si, dans les autobus, vous supprimez le système technique de l'encaissement, combien coûte ça fait l'encaissement une charge de moins. En lui-même. Ouais, vous allez voir. Et que vous supprimez aussi la présence de contrôleurs, inévitablement, vous baissez. Et si, à Aubagne et dans les 21 autres communes de France qui gèrent ça, parce qu'il n'y a pas qu'Aubagne, 21. Sur 36 000. Si comme à Aubagne, vous avez, Aubagne d'ailleurs c'est la communauté de communes qui a monté le système, si vous avez en 3 ans 3 fois plus de passagers transportés grâce à ce système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par passager transporté, Ce qui est le cas à Aubagne. Ce qui est le cas à Aubagne. Et vous avez à Aubagne actuellement 15% de véhicules en moins sur le sol de la ville. Alors moi, quand c'est de la santé des Aixois qu'il est question, j'hésite pas. Et quand j'ai fait mes additions et mes soustractions, je m'aperçois qu'au bout du compte, ce vieux réflexe conservateur du genre « payez, vous serez considéré », il faut passer outre. Et il faut arriver à voir les réalités concrètes. Moins on aura de voitures sur la ville, moins on aura de pollution, et plus les Aixois seront heureux et seront dans une vie normale et dans une vie de ville. Pour moi, c'est un devoir. Voilà. Jackie Lepuy, pourquoi attendre? Oui, alors, bon, moi je veux bien me faire reprendre sur les chiffres, mais dire tes chiffres sont faux et la réalité c'est 248 millions, mets tout ça en perspective, parce que ton chiffre est ridicule. Aujourd'hui, le budget de la ville d'Aix-en-Provence
Fonctionnement et investissement, c'est 311 millions. Oui. Tu ne vas pas me dire que les transports publics entrent pour 80% dans le budget de la ville. 248 versus 311, ça n'a pas de sens. Alors moi, je veux bien me faire reprendre, mais là, honnêtement, ton chiffre de 248 millions, c'est à toi de reprendre ta calculette et de reprendre tes documents. La pile haute comme ça, il faudrait que tu relises les premières Alors lignes. pour mettre tout le monde Bon. d'accord, Eh ben, il juste faut relire le aujourd'hui, journal. excusez-moi, La juste CPA devra régler à Keolis un important avenant qu'il faudra ajouter au prix de base, qui était de 242 millions, j'ai rien inventé, Oui, mais hors sur le taxe, contrat, sur moi, je 8 parlais ans de l'année. de la délégation de service public. Mais un contrat, c'est un contrat de délégation de service public. Oui. Et c'est la CPA. Moi, j'ai cité Ça n'a le rien à chiffre voir. par an. Il y a un monsieur qui s'appelle Ça n'a- Olivier Doménac, qui est Mais un grand référent ça dans n'a les, rien à dans les voir. transports publics, Mais un grand qui m'a référent. dit... Eh bien, qu'ils viennent à Aix. Qui m'a dit, mais il est à Aix, Olivier Alors, Doménac. attendez, Mais aujourd'hui, c'est un grand référent Eduardo, aixois. Jackie On Le parle Cuivre, pas de la même aujourd'hui, chose. on a Non, on ne parle pas de la même chose. on a 248 un millions résumé sur de un la budget de situation 311. par rapport à combien ça coûte aujourd'hui. Je vais le préciser aussi pour ceux qui nous regardent. L'article. Alors, écoutez bien, l'avenant, donc c'est 28 millions d'euros Sur 8 ans. qui monte la facture totale à 270 millions d'euros. Ces 28 millions Voilà. se répartissent en 9 millions de protocoles transactionnels qui couvrent donc la période du 9 juillet 2012 au 30 août de 2013 et un avenant de 19 millions qui couvrira les 8 ans des prochaines années. Donc. Voilà, donc les choses sont claires. On est quand même sur un budget de 270 millions avec Bien sûr. un avenant de 28 millions. Oui, Évidemment, ce n'est pas sur cette année. Ah, mais moi, j'ai c'est cité étalé un sur- chiffre et Édouard a dit et ton c'est pas- chiffre est faux. et c'est Mais moi, pas sur le j'ai budget de la dit commune. ça coûte 60 millions par Et c'est an. pas sur le budget de la commune. Rien à voir C'est la avec les CPA 300. qui a la Voilà. compétence transport. Mais je Voilà. le sais tout autant Voilà. que toi. Si vous voulez bien, il y a un autre point qui est beaucoup abordé, qui pose souci sur Aix, la commune, et en général, c'est le logement. Jackie Le Cuivre, vous dites sur le logement, il manque de tout sur Aix, donc priorité à l'accès à la propriété et au logement social. On fait des réserves foncières sur Aix, je ne dis pas où, car c'est difficile de contenter tout le monde. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision sur ces réserves foncières qu'il faudrait mettre en place sur Aix et à quel endroit? Alors, les réserves foncières, il y en a, effectivement. Il y a la zone de la Calade, il y a la Grande Couronne entre le périphérique et l'autoroute. Il y a des réserves foncières. Aujourd'hui, il y a une volonté politique qui doit exister, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de contenter son électorat traditionnel, il faut que la nouvelle équipe se serve des outils qu'elle a effectivement à sa disposition, et en particulier des outils de préemption. Aujourd'hui, c'est la Troisième République qui avait instauré cet outil, qui a permis effectivement de construire les logements pour les personnes modestes, les grandes cités ouvrières, ainsi de suite, les communes qui avaient des grosses populations ouvrières dans toutes les régions de France ont usé effectivement de cet outil pour dire la commune a le droit de faire des préemptions pour faire du logement. Ça ne s'appelait pas des logements sociaux, mais c'était des logements pour effectivement faire, abriter les populations ouvrières. Donc aujourd'hui, on a cet outil. Je pense que les réserves foncières, elles existent et il faut avoir une volonté politique d'aller effectivement les capturer et faire de la préemption dessus. Alors moi, je vous ai cité effectivement 2 endroits. Il y en a plein d'autres. Moi, je suis très humble dans cette affaire. Je suis quelqu'un qui dit, si j'arrive aux affaires, je l'ai dit tout à l'heure, un grand pôle d'aménagement durable du territoire qui sera constitué évidemment par l'équipe municipale, mais par des experts. Il y a des gens qui aujourd'hui savent. Il y a des gens de Cobati, il y a des gens comme M. Trapitzin, il y a des gens comme Marc Dalibar, qui sont des experts de l'urbanisme et de l'architecture, qui connaissent ce sujet sur le bout des doigts, et je pense qu'ils le connaissent beaucoup mieux que Édouard et moi. Et moi, si jamais j'arrive aux affaires, je demanderai à ces grands experts de venir nous voir, nous conseiller, et ensuite travailler avec les services municipaux, avec les fonctionnaires territoriaux, qui sont eux aussi des experts de la question, pour essayer de mettre les besoins avec la disponibilité. Ça, c'est véritablement un point majeur. Je trouve que dans cette ville,
il y a une fracture entre les besoins et ce qui est disponible. C'est vrai de l'urbanisme, c'est vrai des réserves foncières, c'est vrai de l'emploi. Il y a beaucoup, on en parlera tout à l'heure certainement. Il y a des emplois qui sont demandés par des employeurs et il y a des demandeurs d'emploi et on ne recoupe pas on ne met pas les interfaces entre ces deux côtés. Sur le logement et le foncier, pardon, Oui. si vous êtes donc aux manettes à la mairie d'Aix, quel pouvoir vous aurez pour contrer la spéculation immobilière quelque part? Parce que ce sont aussi des professionnels qui travaillent pour que ce soit le plus rentable possible et que donc les loyers et le prix du mètre carré soient le plus cher possible. Bien sûr. Ce sont des commerçants. Quel pouvoir en tant que maire avez-vous? Aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on continue à appeler Aix-en-Provence le 21e arrondissement de Paris quand on parle de la cherté des loyers. On parle d'une fourchette entre 4 500 et 10 000 euros le mètre carré. C'est gigantesque. Ouais. Non, mais c'est ce que je disais quand j'ai répondu sur ce plateau la dernière fois. J'ai dit il manque de tout. Il manque du logement social, il manque du logement intermédiaire, il manque du logement pour les accessions à la propriété, il manque du logement étudiant, il manque de tout, sauf des logements à 8 000 euros le mètre carré. Là, il n'y a aucun problème. Les promoteurs qui sont effectivement très connectés avec l'équipe municipale en place, ils trouvent du foncier, ils construisent des magnifiques résidences et ils trouvent des clients pour les acquérir à très cher le mètre carré. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on nous explique que le foncier, il n'y en a pas, sauf que quand il faut trouver du foncier pour construire des résidences extrêmement chères et acquises à prix d'or par des riches citoyens aixois, ou venant d'ailleurs, eh bien on va trouver du foncier aussi pour du logement social, du logement intermédiaire, de l'accession à la propriété, du logement étudiant. Et moi, sur le logement, comme sur beaucoup d'autres sujets, je suis quelqu'un qui est, là encore, humble, c'est-à-dire qui se fait beaucoup de choses merveilleuses dans plein de sujets et partout en France. Il y a plein de villes, partout, où ils sont très avancés sur le domaine du logement, ils sont très avancés sur le domaine des déplacements, ils sont très avancés sur le domaine de construction d'arénas pour les événements sportifs et les concerts. Sur le logement, quel est votre modèle, par exemple ? Sur le logement, par exemple, étudiant, j'ai eu la chance dernièrement d'aller au Havre, puisque j'étais un fournisseur du port du Havre. Eh bien, un des types qui était là avec qui je déjeunais était conseiller municipal. Je lui ai parlé du fait que j'étais candidat aux primaires. Il m'a dit « Je vais vous faire visiter ce qu'on a fait avec les containers maritimes qui se sont empilés au Havre avec véritablement un architecte et quelqu'un qui avait vraiment une touche esthétique très bien. On a visité cette cité étudiante avec des containers maritimes qui sont mis les uns sur les autres. On est rentré, les étudiants, ils payent 300 €. Ils ont un espace avec une salle de bain, une kitchenette, un bureau, et c'est véritablement des choses qui marchent très bien. En termes de logement, je pense qu'il y a plein d'endroits où effectivement on respecte les 20 et bientôt 25% de logements sociaux qui sont imposés. Il faudra aller voir, quand on parlera de logements sociaux, dans ces endroits, comment ils ont fait, quel est le prix moyen de loyer auquel ils arrivent, comment est-ce qu'ils construisent en termes de protection énergétique, c'est-à-dire faible consommation, ainsi de suite. Il y a tout plein de sujets. Moi, je ne suis pas un expert de tous ces sujets. Je m'entourerai des meilleurs experts et on ira voir là où ça se passe bien sur chacun de ces sujets. Moi, je ne prétends pas, comme le fait l'équipe municipale aujourd'hui à chaque conseil municipal, on a le meilleur budget, on a les meilleurs transports, on a les meilleurs tout. Je pense que ce n'est pas le cas et je ne vois pas pourquoi on n'irait pas voir ailleurs ce qui se fait de bien. Donc vous êtes d'accord pour constater également, comme nous avons des retours aussi à la radio, que de plus en plus de jeunes, de couples de jeunes qui sont souvent au niveau d'études, qui sont cadres supérieurs, un couple n'arrive plus à se loger et s'expatrie dans les villages alentours. Je réponds. On peut vous à cette question. Non, mais je suis d'accord. Aujourd'hui, pendant le mandat Joissains, 2001-2013, on a perdu 32%. Statistique INSEE, pas statistique Le Cuivre. 32% des enfants scolarisés en maternelle et en primaire. Qui sont les enfants scolarisés en primaire? Qui sont les parents de ces enfants? Ce sont des jeunes entre 30 et 40 ans. On a perdu 32% des jeunes en primaire et en maternelle. Édouard Baldo, statistique sur le logement. INSEE sur le logement. 13 000, c'est pas les pourcents, 13 000 jeunes adultes ayant leur famille à Aix, leur job à Aix, ayant été élevés à Aix, ont quitté la ville d'Aix, faute, 1, de logement, 2, de places en crèche, parce que les jeunes adultes ont des petits bébés. Voilà, c'est comme ça. Gardanne, grâce à cela, a gagné 2000 habitants. Pourrières, Riance, La Roque-d'Enterron, Marseille a gagné des habitants. Et les 13 000 jeunes adultes arrivent le matin en voiture
et repartent le soir en voiture. Donc, la carte que je vous montrais tout à l'heure, elle est révélatrice aussi de ce genre de choses. Alors, moi, mon raisonnement, il est en 2 temps. Le premier, je ne vais pas rester, à partir de mars l'année prochaine, 5 ans, à me gratter la tête et à réfléchir à ce qu'on va faire. Il faut d'abord régler les questions urgentes tout de suite. Et parmi les possibilités... Vous annoncez, que nous avons, 2 ans pour réaliser... voilà. Et parmi les possibilités qu'on a, je donne toujours cet exemple parce que c'est le plus facile à intégrer. La première, c'est la réurbanisation du Jas de Bouffan. 34 Vous avez 000 ici habitants. 34 000 habitants dans une zone dortoir. Et j'ai rencontré je ne sais combien d'associations ici. Je suis invité par les locataires de logis REM, de Sacogiva, de ce que vous pouvez imaginer. Bon. Et il y a une expression, il y a 15 jours, qui m'a marqué. J'étais avec des jeunes gens qui m'avaient invité et on discutait de ces choses-là. Et je leur dis, mais je dis à l'un d'eux, il doit avoir 22, 23 ans, mais comment vous la voyez, comment vous le voyez le Jas? Il me dit, au Jas, il n'y a rien. Bon, je dis, mais comment vous le voyez? Il dit, moi j'aimerais que ce soit une vraie ville. Je lui dis, c'est quoi une vraie ville? Une vraie ville avec des rues, avec des commerces, avec des... Voilà. Donc, Fracture ça c'est urbaine. une fracture urbaine. Deuxièmement, comment arriver à réurbaniser le Jas de Bouffan? Vous avez actuellement des terrains qui, il y a 20 ans, ont été achetés par des bailleurs sociaux, par exemple, et on leur a dit, parce que c'était les normes de l'époque, vous achetez un terrain de 5000 m², vous construisez un immeuble et vous faites des espaces verts. C'était sympathique dans l'esprit. Sauf que les espaces verts, ils vous le disent, je les ai rencontrés, les espaces verts sont plus verts. C'est devenu des terrains vagues. Ils ne peuvent pas demander à leurs locataires des charges supplémentaires pour faire des parcs. Voilà. Et donc, ils vous disent, c'est des espaces verts, c'est des lieux de traficotage divers et variés, on trouve une voiture calcinée tous les 15 jours, et ils vous disent, si la ville me donne l'autorisation de construire sur ce terrain un immeuble en accession à la propriété, par exemple, et moi je rajoute, et des petits bâtiments à usage professionnel. Donc il y a les deux, La mixité c'est, sociale la mixité, ouais. et la mixité professionnelle. Si c'est cela, bien, ils vous disent, les gars, ils vous disent, les terrains, c'est à nous, les VRD, on les a. Donc moi, j'ai averti, et au cours de ma dernière réunion publique jeudi dernier, il y avait toute une série de personnes dans le public qui étaient des archis et des urbanistes. Et je leur ai dit, si au mois de mars l'année prochaine, les choses sont favorables, je veux voir vos premières demandes de permis de construire arriver en juin. Parce qu'on ne peut pas attendre. Ça, c'est la première chose. J'ai donné un exemple. On peut en donner d'autres parce qu'on a étudié les dossiers. Sur les priorités, vous parlez des bâtiments professionnels et des bâtiments d'habitation, d'habitation, voilà. et avec une accession à la propriété. Oui, vous pouvez avoir une accession prioritaire. à la propriété pour les jeunes adultes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les jeunes adultes restent à Aix au lieu de partir dans les communes alentours. Bon, ça ferait moins de Mais vous circulation précisez automobile, que les loyers seraient maîtrisés automatiquement par définition. pour cette raison-là, que les organismes sont déjà Voilà. propriétaires des Ils sont terrains et propriétaires n'ont des donc pas terrains. besoin d'investir dans ces terrains, Voilà. mais uniquement dans la construction. Vous avez actuellement 3800 demandes de logements sociaux en attente, c'est-à-dire que les Aixoises et les Aixois, 3800 familles attendent d'avoir un logement social. Et ça dure entre 8 ans, 2 ans, 3 ans, suivant qu'on soit aidé ou pas. Par, j'allais dire Dieu le Père, mais vous me pardonnerez l'expression. Voilà, bon. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut régler les questions urgentes tout de suite. La deuxième chose, c'est, on en parlait tout à l'heure, En les 2 ans, instruments. c'est possible. En 2 ans, vous pouvez faire sortir les premiers logements. Voilà. Par contre, plan local d'urbanisme, on en a parlé tout à l'heure, plan local d'habitation, plan de déplacement, ce sont des instruments qu'il faut évidemment mettre au point avec, dans la réflexion, les terrains dont la commune est propriétaire déjà, ou dans des organisations périphériques à la commune, je pense à la Sacogiva, à la CEMEVA, etc., à la CEMEPA, etc., sont Sacogiva propriétaires. qui gère les HLM comme... Par exemple, voilà. Donc, vous avez actuellement toute une série de terrains qui appartiennent déjà à ces organismes. Je tiens d'ailleurs à dire, encore une fois, que je suis en désaccord complet, avec les projets qui sont actuellement pendants sur la Constance. La zone Alors, de on la rappelle que Constance. c'est la zone sur la Constance sud-ouest du c'est- Jas de Bouffan, juste pour préciser, Voilà. la zone sud-ouest du Jas de Bouffan, qui se trouve entre la 51 et la Exactement. 80. C'est une zone de 150 hectares qui borde une zone construite, le Jas de Bouffan, qui est entre 2 zones construites et qui sert de poumon vert à cet ensemble. Actuellement, vous avez une pression urbanistique, allez, on va être gentil,
vous avez toute une série de gens actuellement qui se disent en mars, on ne sait pas comment ça sera, on a actuellement des terrains, on veut faire démarrer nos projets. Constance, c'est d'abord un lieu. Ensuite, c'est un lieu où vous avez de l'agriculture de proximité. Ensuite, et encore, c'est un lieu extraordinaire en ce qui concerne... Pas du tout d'accord, on y reviendra. Ah ben, possible, mais moi, je ne demande pas mieux que de discuter. Ensuite, c'est un lieu sur lequel vous avez les pas de Cézanne. Et j'ai de nombreuses chapelles, notamment. Tout autour, je crois qu'il y en a 6. Les lieux d'où Cézanne a peint la montagne Sainte-Victoire. Et j'ai pendant des mois dit, sous forme de boutade, et j'ai vu que ça avait été repris. Et si on faisait un GR Cézanne, sentier de grande randonnée Cézanne, et j'ai vu dans un rapport de la Fédération des comités d'intérêt de quartier, on n'a pas repris le terme GR, mais on a dit on pourrait faire un sentier Cézanne qui reprenne, etc. Bon, je veux dire, c'est pas gratuit ce que je dis là. C'est dans la réflexion, mais on verra en matière d'économie après, c'est dans une réflexion qui porte sur ce que j'appelle, mais j'aime pas l'expression, le tourisme intelligent. Une nouvelle sorte de tourisme à Aix-en-Provence. C'est-à-dire C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis allé il y a 15 jours au terrain des peintres, qui se trouve en haut de la vue Sainte-Victoire. Il y avait 10, je suis avec un ami qui est ici d'ailleurs, on a rencontré évidemment les voisins qui étaient là et qui sont absolument atterrés parce qu'un permis de construire a été donné en bordure de ces terrains qui masque complètement les paysages que Cézanne a peints. Et là, sur ce terrain, il y avait 18 Américains qui avaient sorti leur chevalet et qui rejouaient Cézanne. Bon. 18. Alors qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de mécanisme dans ce sens-là. Moi, je dis qu'à partir du moment où nous avons les trésors que nous avons en main, aujourd'hui, il ne faut pas les gâcher. Voilà. Et donc, sur la Constance, c'est un trésor qui peut permettre d'avoir toute l'année un tourisme qui vient s'intéresser à nos peintres, à notre grand peintre, et qui, par voie de conséquence, gravité sur la ville. Excusez-moi, j'ai dépérapé du sujet du logement, mais bon. Non, mais c'est intéressant. Vous parlez aussi de la Constance. On pourrait évoquer le Montéguet avec une polyclinique Parfaitement. qui s'appelle Polyclinique Rambaud, qui pose un certain nombre de questions. Plus largement et au-delà, à partir de ces exemples, comment, très rapidement, je demande à vous deux, comment est-ce qu'on associe les habitants aux réflexions sur la question du logement, du transport ? Parce que vous avez évoqué un certain nombre d'experts, vous avez évoqué un certain nombre de réunions. Comment est-ce qu'on fait avec les habitants ? Conseil de quartier et de cadre de vie. Un conseil de quartier et de cadre de vie. J'ai observé à Strasbourg, j'ai observé à Lyon. Les conseils de quartier et de cadre de vie fonctionnent bien. Les lignes de bus sont discutées en conseil de quartier et de cadre de vie. Les arrêts de bus sont discutés en conseil de quartier et de cadre de vie. Le quotidien, les poubelles, l'enlèvement des ordures ménagères est discuté en conseil de quartier et de cadre de vie. Et le délégué au quartier n'est pas là pour dire « bonjour, voilà comment on va faire », mais il est là pour entendre, il est là pour constater, et il est là pour faire remonter à l'administration et à ses pairs les problèmes posés et proposer des solutions. Voilà, c'est inévitablement les conseils de quartier et de cadre de vie vont devoir se pencher aussi sur les propositions de construction qu'il peut y avoir. Ces conseils auront par définition une armature avec les comités d'intérêt de quartier. À Aix, nous avons des comités d'intérêt de quartier absolument remarquables et de très haut niveau. De très haut niveau. Voilà. Sur ce point, Jackie Le Cuivre. Oui, conseil de quartier, de cadre de vie, CIQ existant aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Aujourd'hui, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'on s'occupe beaucoup plus de demander leur avis aux gens des beaux quartiers qu'aux gens des quartiers abandonnés. Aujourd'hui, vous parliez de fracture urbaine. Je pense qu'il y a actuellement la mise en place, et depuis plusieurs années, d'un véritable cordon sanitaire autour du centre-ville pour protéger les riches bourgeois du centre-ville et qu'on mette un peu à l'écart tous ceux qui habitent au-delà de ce cordon sanitaire. Vous savez, moi aussi, je me suis beaucoup baladé dans ces quartiers, j'y suis venu beaucoup. Et aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que quand vous parlez avec les habitants, ce qui est très fort, c'est qu'ils sont résignés à force de ne rien avoir. C'est-à-dire que quand vous êtes au Jazz, quand vous êtes en Cagnane, quand vous êtes à la Pinette, les gens, vous parlez avec eux,
ils sont résignés à force de ne rien avoir et de ne plus rien attendre. On a l'impression qu'ils n'attendent plus rien de leurs élus. Parce qu'ils disent, ouais, ben, nos élus, on a fait campagne pour eux, et puis dès que la politique, dès que les lampions de la campagne s'éteignent, eh bien, ils ne viennent plus nous voir, ils ne s'occupent plus de nos problèmes, les espaces verts ne sont plus entretenus. Enfin, bon, c'est véritablement des quartiers en déshérence. Donc moi, je souhaite vraiment, j'ai dit, point numéro 1 de mon programme, que je ferai un plan d'urgence dans nos quartiers, en mettant des ressources, des efforts et surtout de la finance, parce qu'on ne fait rien sans financer ça, pour rattraper les 20-30 ans, parce que ça n'a pas commencé malheureusement avec la gestion Joissains. Je pense que ces quartiers, peu à peu, ont été abandonnés, et donc il y a beaucoup de choses à faire. Ça passe évidemment par du logement, ça passe par de l'environnement, les espaces verts, les jardins publics, pour que les mamans de ces quartiers elles puissent se retrouver devant un toboggan, un tourniquet et papoter pendant que leurs enfants se jouent en toute sécurité. Ça passe par des régies de quartier parce que ça a existé. Alors peut-être que ce n'est pas le bon terme aujourd'hui, mais peu importe. Qu'est-ce que vous entendez par régie de quartier ? Aujourd'hui, je trouve que ce qui me navre, c'est d'arriver dans un quartier où je vois d'un côté, effectivement, des espaces verts qui sont totalement à l'abandon, des jardins publics qui sont avec des tessons de bouteilles, où les bancs sont tordus, ne sont plus peints depuis des années, ainsi de suite. Et dans le même temps, à quelques dizaines de mètres de là, des jeunes qui sont totalement désabusés et totalement... que personne ne regarde en termes d'emploi. Là encore, je parlais tout à l'heure de fracture. Fracture, pour moi, c'est des jeunes qui aimeraient bien bosser, qui aimeraient bien, à la fin de chaque mois, toucher un chèque pour le mettre sur leur compte en banque, et puis du travail à faire. Mais personne ne recoue ça. Régie de quartier, je vous dis, peut-être que ce n'est pas le bon terme, en tout cas, c'est celui qui était utilisé à une époque. C'est une structure, effectivement, qui est gérée et qui sert d'interface entre ces jeunes qui cherchent un emploi et le travail qu'il y a à faire. Je suis persuadé que dans ces quartiers, aujourd'hui, si vous allez voir les jeunes en disant « on va vous payer, vous allez être encadrés, vous allez être formés par les techniciens responsables des espaces verts de la mairie, qui tous les jours sont des employés municipaux. » Une régie publique gérée Absolument. par la mairie et la CPA. Absolument. Et on dit aux techniciens qui sont des spécialistes des espaces verts, vous allez dans ces quartiers, on va vous donner des jeunes, vous allez les former, vous allez les éduquer, vous allez les encadrer. Et vous dites aux jeunes, vous allez être rémunérés pour remettre en état votre quartier en termes de peinture, en termes d'amélioration, enfin de remise en état des espaces verts. Je suis persuadé qu'on va vraiment arriver à rompre beaucoup cette fracture, à la fois cette fracture urbaine et cette fracture sociale. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont à la fois résignés et très en colère, parce que personne ne leur tend la main, et qu'ils voient effectivement que leur quartier se dégrade, est méprisé. Et je crois que là, on a véritablement un vrai chantier qui ne coûte pas très cher et qui est très intéressant. Comment vous réagissez, enfin, un socialiste qui ne réclame pas l'armée dans les cités, ni les drones, qu'est-ce que ça vous évoque ? On n'est pas à Clichy. Moi, j'ai les meilleures relations personnelles, une vieille proximité avec toute une série d'habitants de ces quartiers-là. Je pense que vous évoquez l'armée parce que vous évoquez l'insécurité. Je pense que plus que de l'insécurité à proprement parler, on est confronté à un certain nombre d'incivilités. Ça va s'appeler comme ça. Et l'incivilité, ça se gère. Ça se gère socialement, en faisant en sorte que nos quartiers soient considérés comme les quartiers de la ville et pas comme des zones. Ça se gère aussi par la présence dissuasive d'un certain nombre de policiers municipaux. Il y a 3 ans, ici, il y avait des policiers municipaux. Les policiers municipaux la police municipale a été décapitée il y a 2 ans. Les policiers municipaux ont vu leur mission rétrécie au centre-ville. Et dans le contrat commune police nationale, on a dit à la police nationale, vous faites tout. Donc la police nationale est censée venir au Jas de Bouffan, venir en Cagnane, venir à Sainte-Trope, à Corcy, à Besson, etc. Le problème, je l'ai entendu encore à Ancagnane la semaine dernière, vous avez des petits jeunes qui à 4h du matin, boulevard Schweitzer, font des courses de moto. Et par voie de conséquence, les braves gens qui habitent là ne peuvent pas dormir. Donc ils téléphonent à la police. Mais quand vous appelez le 17, ça tombe à Marseille. Et vous avez un policier qui dira, mais vous êtes où ? À Aix-en-Provence. Ah, mais où ?
à Ancagnane. Ah, et qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des jeunes qui n'arrêtent pas de faire les imbéciles. Si vous croyez qu'on est là pour ça, au revoir monsieur, crac. Voilà comment ça se passe. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement refonder la police municipale, en faire un corps, faire en sorte que vous ayez un poste de police tranquille au Jas de Bouffan, un poste de police tranquille dans chacun des villages, hein, et un poste de police tranquille à Ancagnane. Et à partir du moment où vous avez 2 policiers qui promènent, vous savez, la vision de l'uniforme fait que le nombre d'incivilités va diminuer. Voilà. Bon, ça, c'est les incivilités. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, pardon. Oui, non, il y avait aussi sur la question cette question de l'emploi. Enfin, que peut un maire? On a sorti leur avis, un dossier sur un maire, ça sert à quoi? Que peut un maire sur les questions d'emploi? On a l'impression d'avoir un gouvernement qui, sur les questions d'emploi, a une certaine forme d'impuissance. Un maire, il peut quoi? C'est à moi de vous poser la question. Ouais. Alors, d'abord, on fait avec ce qu'on a. Ici, je vous le disais tout à l'heure, j'avais commencé, on a des trésors. Je vous donne un exemple. Les fouilles d'Entremont. 8 Aixois sur 10 ne sont jamais allés voir les fouilles d'Entremont, bien clairement. J'ai rencontré les responsables de la région, responsables du service des fouilles archéologiques. Et en discutant avec eux, je dis, mais il y a 3 mois de ça, je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre en valeur les fouilles d'Entremont? Réponse, la commune ne m'a jamais rien proposé. C'est les fonctionnaires d'État, hein? Bon. Je dis, mais monsieur, vous vous rendez compte, il y a 3 ans, j'étais à Moscou. Et à Moscou, on m'a parlé des fouilles d'Entremont. Réponse, mais monsieur Baldo, le directeur du service des fouilles archéologiques de Russie, pas de Moscou, de Russie, est venu dans le sud-est de la France il y a 15 jours, donc quand j'en parlais avec lui, et il a demandé à visiter les fouilles d'Entremont. D'accord? Ça veut dire que nous avons une possibilité de développer un tourisme nouveau, serait-ce qu'avec les fouilles. Tout à l'heure, j'ai évoqué les richesses que nous avons en matière de peinture, Cézanne, les richesses de tradition. On a un muséum d'histoire naturelle extraordinaire. Et les fonds du muséum d'histoire naturelle sont sur la petite route des Milles, dans les garages municipaux. Vous souhaitez remettre en route un muséum d'histoire naturelle complètement rénové? Vous avez une nécessité absolue. Le muséum d'histoire naturelle va partir d'où il est, parce qu'on a fait une promotion immobilière, et on va le retrouver, point de suspension, point d'interrogation. On parle du parc Saint-Mitre, mais rien n'est encore sûr. Donc moi je dis, on prend ce qu'on a et on fait avec. Ça c'est la première chose. Et donc, par définition, à partir du moment où vous allez augmenter, multiplier les possibilités touristiques, vous allez créer des emplois locaux, déjà, avec ce qu'on a. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut terminer la zone d'activité des Milles. Il y a 12 ans de cela, 34 hectares ont été donnés. Vous parlez également de la zone industrielle, enfin, ancienne zone industrielle, Oui, la zone d'activité. C'est la zone d'activité des Milles. Ont été donnés à la commune, puis achetés au prix des domaines à pas grand-chose, et ça n'a pas bougé depuis 12 ans. Ah, moi, j'ai un exemple concret. J'ai installé une société, à titre professionnel, il y a 17 ans, sur la zone industrielle des Milles. Ce sont des spécialistes d'air chaud, air froid. Ils ont des ingénieurs qui font les calculs, les prototypes, et ils font fabriquer. Ils ont sorti un marché avec Kingfisher, c'est-à-dire le propriétaire de Castorama, de 500 000 appareils par an qu'ils font fabriquer, qu'ils ramènent et qu'ils distribuent de l'Atlantique à l'Oural. Ça va? 342 emplois créés, de petites gens, de manutentionnaires. J'en parle à la CEMEPA. Le directeur me dit, mais c'est intéressant. Et je lui dis, mais il faudrait qu'on trouve quand même un terrain pas trop loin, quoi, à côté de l'endroit où sont installés ces braves gens. Il dit, aucun problème, on a une réunion avec les pontes de la CEMEPA. Pontes. Et à l'issue de cette réunion, réponse du maire. Ah, c'est passionnant ce que vous faites, mais moi, j'ai pas de terrain pour vous. Ah, et on va où? Justement, vous proposez de débloquer du foncier. Oui. Comment fait-on? Oui. Et ils sont allés à Bouc-Bélair. Le maire de Bouc-Bélair a choisi les 320 emplois. D'accord? Voilà. Exemple concret, il y a 3 ans. Donc moi je dis, il faut terminer la zone d'activité des Milles. On va terminer. Il y a encore 34 hectares qui donnent sur la route nationale 8, qui partent du local de Zidane et qui va sur la route nationale. Il faut terminer.
faut terminer. Combien de temps? Combien Avec- ça coûterait? Terminer, vous pouvez, et on a chiffré aussi. D'abord, il faut que ça passe en termes de... Parce que cette zone est restée ce qu'elle était depuis 12 ans. Donc il faut la transformer en zone d'activité, ce qui n'est pas compliqué, puisqu'à Zidane, on lui a quand même donné une possibilité d'activité. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué. Et ensuite, les terrains, vous les vendez en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire que les acheteurs vous paient pour que vous puissiez faire les travaux. Voilà. Réaction. Oui, réaction, vraiment, quand vous dites que peut un maire pour l'emploi, il peut tout. Pas pour l'emploi public. C'est fini l'époque où on disait tu votes pour moi, tu traques pour moi, tu colles pour moi, je t'embaucherai ou à la mairie, ou au conseil général, au conseil régional. C'est fini. Il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques. Aujourd'hui, un maire, il doit être celui qui est le premier ambassadeur de sa ville pour aller chercher quoi? De l'emploi privé. Dans mon introduction, j'ai rajouté, je suis effectivement quelqu'un qui, sur cette ville, a créé 260 emplois privés. J'ai démarré par une boîte de 7, quand je l'ai quitté 15 ans après, 93-7, au Parc Club du Golf sur la zone des 1000. Quand j'en suis parti, on était 225, d'accord? Et j'avais amené effectivement le centre de réparation européen du groupe Sion, groupe britannique qui voulait mettre son centre de réparation européen sur la banlieue de Londres. Ils sont venus à Aix-en-Provence. 80 emplois privés avec des gens qui étaient des magasiniers, des manutentionnaires et des CAP, BEP d'électronique. D'accord? Donc on peut amener de l'emploi. Moi, en 2008, effectivement, je me suis fâché tout rouge avec le conseil d'administration anglais. J'ai recréé une société début 2009 en plein milieu de ce qu'on appelle la crise, puisqu'on était en plein milieu de la crise des subprimes. On était 10 quand on a démarré en janvier 2009, on est 32 aujourd'hui, donc on peut créer de l'emploi. Je ne crois qu'à ça. C'est-à-dire que l'emploi, ce n'est pas le tout de trouver des hectares, il faut trouver des entreprises à mettre dessus. Qu'on dise on va développer la zone des 1000, ok, mais s'il n'y a personne qui vient dessus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc moi, j'ai un grand exemple là-dessus. Tout à l'heure, vous me demandiez pour le logement, quel est votre exemple? Sur l'emploi et le développement économique, mon grand exemple, c'est Gérard Collomb. Gérard Collomb, qu'est-ce qu'il fait? Il a dans son équipe aujourd'hui une cellule d'intelligence économique. 10 jeunes qui sont polyglottes. Enfin, chacun d'ailleurs parle très bien, qui l'anglais, qui l'allemand, qui le russe, qui le chinois, qui l'arabe. D'accord? Tous les matins, ces gens qui ont fait des grandes écoles de commerce, ils arrivent, ils se connectent sur les sites effectivement chinois, russes ou barcelonais, et ils regardent effectivement quelles sont les sociétés étrangères qui sont intéressées pour venir installer leur société sur la France. Contrairement à ce qu'on pense, Ernst & Young a fait paraître il y a quelques mois une étude montrant que la France continue d'être le deuxième pays européen, derrière la Grande-Bretagne, qui intéresse les investisseurs étrangers. On a beau dire c'est très cher, la fiscalité, mensonge. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'investisseurs étrangers qui ont envie de venir en France. Eh bien, ce que fait Collomb, c'est que son équipe cherche, quand il trouve qu'il y a une boîte à Saint-Pétersbourg, à Dubaï ou ailleurs, dans la langue maternelle du monsieur en face, on appelle, on dit voilà, moi je travaille pour Lyon, et puis je voudrais que vous veniez effectivement vous installer plutôt que d'aller à Paris, plutôt que d'aller... Typiquement, Only Lyon a publié 60% des investisseurs qui veulent venir en France disent en dehors de Paris, ce sera Lyon. 60%. Paris, Lyon. Et donc, une fois que je dirais que le poisson est ferré, c'est-à-dire que le monsieur dit ouais, ben moi, pourquoi pas, envoyez-moi de la communication. Il y a un package qui part avec des CD. Lyon, c'est une gare TGV qui met Paris à un peu plus d'une heure du centre de Lyon. C'est un aéroport international Saint-Exupéry. C'est un réseau autoroutier. Nous avons une gare TGV sur Aix. Oui, bien sûr. Ben justement, on a tout ça, mais on ne sait pas s'en servir. Donc moi, si je deviens maire de cette ville, je ferai comme Collomb et je vanterai la gare TGV d'Aix, l'aéroport Marseille-Provence international, le réseau autoroutier qui va vers l'Italie, vers Barcelone, vers Paris, vers les Alpes, ainsi de suite. Et je dirais, venez ici, on a les calanques, vous leur faites passer des photos ou des films sur les calanques. Vous avez les stations de ski à 2 heures. Et ça, ce n'est pas fait actuellement. Absolument pas. Il n'y a pas aujourd'hui d'adjoint au développement économique sur la ville d'Aix. Vous allez dans Aix en dialogue, vous allez dans les 2 dernières pages, vous regardez les délégations qui aujourd'hui appartiennent aux différents adjoints et conseillers municipaux. Il y a un adjoint aux anciens combattants, il y a un adjoint au cimetière, il y a un adjoint aux animaux domestiques, il n'y a pas d'adjoint sur l'emploi et le développement économique. Donc moi je vous dis, donc la fin c'est, on envoie effectivement un package de communication, on rappelle derrière, si on sent que les gens sont intéressés, Gérard Collomb, 3 jours par mois, a demandé à son cabinet de lui organiser un tour où le premier ambassadeur de la ville va à Dubaï, à Saint-Pétersbourg, à Shanghai, comme je vous l'ai dit, et va
terminer le travail en disant « venez chez moi, je vous ferai des conditions, il y aura des mètres carrés pas chers, il y aura des exonérations de ci et de ça, venez créer de l'emploi ». Résultat de cette opération, 100 000 emplois privés de plus sur le territoire du Grand Lyon, correspondant à la future métropole Aix-Marseille, d'accord, Aix-Marseille-Provence. 100 000 emplois de plus. Vous multipliez par 1 500 € de salaire moyen, c'est 2 milliards d'euros par an qui se déversent dans le tissu économique, dans les transports publics, enfin dans les services publics de la ville, chez les commerçants. Voilà, il y a 2 millions d'euros pour construire des logements, pour aller au cinéma, pour aller manger au restaurant, et puis pour faire un réseau de transport qui à Lyon s'appelle le Citral, syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise, où tous les gens qui habitent à Vénissieux, à Saint-Priest, au centre de Lyon, avec un titre de transport, ils se baladent partout. Et aujourd'hui, pas gratuit d'ailleurs, hein, mais avec un titre de transport, c'est le plus beau réseau de transport. Donc tout ça est cohérent. Moi je dis, aujourd'hui, un maire peut changer les choses. Eurocopter, premier employeur, premier fabricant d'hélicoptères, aujourd'hui, dépense 8 millions d'euros cette année pour construire des parkings et des ronds-points. Pourquoi ? Parce que nos élus, au niveau de la CPA, puisque vous savez qu'Eurocopter, en plus, a la particularité d'avoir la moitié de son site qui est sur la CPA, l'autre moitié de son site qui est sur la communauté urbaine de Marseille, MPM. Mais aujourd'hui, parce que les transports sont complètement désorganisés dans ce département, eh bien, ils sont obligés d'organiser des navettes et donc des parkings, des ronds-points, 8 millions d'euros. Pendant ce temps-là, ils cherchent des chaudronniers à plus de 2 000 € par mois. J'aimerais mieux qu'ils mettent les 8 millions d'euros à former des chaudronniers qui soient ensuite employés dans ce grand leader industriel qui est le premier employeur de ce territoire. Voilà. Donc le maire peut beaucoup, à condition qu'il prenne ses responsabilités. C'est à la collectivité locale de construire des routes, de construire des parkings et des ronds-points et d'organiser des transports qui marchent. C'est à la responsabilité des employeurs, des sociétés, des entreprises de créer de l'emploi. Et si on arrive à mettre tout ça bout à bout, croyez-moi, l'emploi il va reboomer. Parce que contrairement à ce qu'on pense, Aix-en-Provence, c'est un taux de chômage de 1% supérieur à la moyenne nationale. On a toujours l'impression qu'on est une ville où tout va bien, 1% de plus que la moyenne nationale en termes de chômage. Vous avez parlé de la métropole. Avant d'y venir, l'emploi, ça passe aussi par la formation. Pensez-vous, tous les deux, que la formation bénéficie de suffisamment de budget et d'une organisation suffisante pour que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, tout au long de sa carrière, puissent se former et changer plus facilement aussi de métier, d'entreprise. C'est de plus en plus nécessaire un peu dans toutes les branches. Qu'en pensez-vous ? On termine avec Jackie Lecuivre et on passe à Edouard Baldo juste après. D'accord. Bon, la formation, c'est une évidence. Aujourd'hui, par contre, il faut quand même savoir que les budgets formation sont énormes. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises payent pour la formation, il y a effectivement des organismes qui cotisent pour la formation professionnelle. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la grande majorité de ces budgets formation servent à former des gens qui n'en ont pas vraiment besoin. Et une toute petite minorité de ce budget sert à former des gens qui sont sans emploi, sans qualification. Aujourd'hui, qui n'a pas besoin de formation ? Non, mais les gens qui sont déjà en poste, des gens qui sont aujourd'hui des titulaires de leur poste, je pense qu'ils ont moins besoin. C'est pas qui n'a pas besoin. Je pense qu'aujourd'hui, quand on doit définir des priorités eu égard à la limitation du budget, c'est mieux de mettre le paquet sur ceux qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de qualification, que de le mettre sur des gens qui ont déjà un travail et une qualification. Ensuite, une fois qu'on aura d'abord servi ceux qui en ont le plus besoin, on s'occupera peut-être des autres. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, bien sûr que la formation est essentielle, mais là encore, je parlais tout à l'heure des services municipaux qui peuvent être l'interface entre les jeunes qui cherchent un travail et le travail qu'il y a à faire dans les quartiers en termes de peinture, d'espaces verts, ainsi de suite. C'est la même chose. Aujourd'hui, vous allez à Pôle emploi, et j'y étais en tant que chef d'entreprise il y a quelques mois, ils m'ont dit quoi ? Ils m'ont dit, on manque aujourd'hui de peintres industriels et de gens qui font du calorifugage. D'accord ? Et on n'a absolument pas les moyens de trouver ces gens, alors qu'on a des milliers de personnes dans le Pôle emploi à Aix. Puisque ça ne marche pas, que les organismes qui sont normalement prévus pour ça ne font pas manifestement, ne recoussent pas le lien entre les demandeurs et les offreurs. Eh bien, je pense que la ville peut avoir
une mission en disant on va offrir des locaux, on va faire venir des formateurs qui sont des bons peintres industriels, qui sont des bons calorifugeurs, et puis on va demander à des jeunes de venir apprendre ce métier. Je parlais financement aussi parce que la plupart de ces centres de formation sont des sociétés privées, sont des établissements privés avec l'accès à ces formations spécifiques sont relativement chères pour la plupart de ceux qui veulent y accéder. Donc il y a aussi une fracture économique quand un jeune est au chômage et qui souhaite développer un apprentissage dans un domaine et qui tombe sur une école qui lui demande 8 000 € par-ci, C'est pour ça que 6 je 000 vous ai € par là, dit que c'était etc. le rôle de la force publique. Voilà, il y a une époque, la région, par exemple, offrait assez facilement, après étude des dossiers sur un CV cohérent, etc., des formations à hauteur de plusieurs milliers d'euros pour permettre à ces jeunes de s'orienter ou se réorienter avec des qualifications à la clé et qui débouchaient sur des emplois. Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de proposer ces formations qui permettraient Parce que la force publique de ne s'en faire empare pas. chuter La formation chômage. est tellement essentielle aujourd'hui que soit on a des organismes privés qui font le boulot et qui le font dans des conditions qui donnent satisfaction en termes de résultats et à des prix acceptables pour les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ces formations. Puisque ce n'est pas le cas, il est de la responsabilité de la force publique de s'en emparer. Aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire, les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Vous parlez de ça. Ces jeunes qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas d'argent, il faut effectivement que ce soit les services publics qui leur disent eh ben, on va essayer de vous remettre dans le circuit, on va essayer de vous remettre en selle, en vous offrant des formations qui soient gratuites, des formations qui soient faites par des professionnels et des formations qui soient à votre portée. Aujourd'hui, puisque ce qui est en place ne fonctionne pas, eh bien, il faut le pousser et effectivement mettre quelque chose d'alternatif et que le maire pourrait prendre en charge avec ses équipes. Édouard Baldo, votre position sur la formation? Alors, sur la formation, moi je pense que la formation, ça doit rentrer dans une réflexion d'ensemble. En ce qui concerne l'économie, je vous donne quelques exemples. Le devoir de la commune d'Aix doit être de développer une économie de filière. Nous avons, on vous le donnait tout à l'heure, l'exemple d'Eurocopter, 24 000 salariés. Vous avez l'exemple de la microélectronique à Rousset. Ne serait-ce que l'entreprise ST Micro, c'est 2800 salariés, dont 750 habitent Aix. Vous avez l'exemple de ITER, qui va se développer. Et donc la ville d'Aix doit être le centre névralgique de toutes ces choses-là. Comment? Et j'ai envie de dire que lorsqu'on réfléchit à comment, on réfléchit aussi aux questions d'insertion et de réinsertion après. À partir du moment où vous avez un lien entre les formateurs et le bassin d'emploi, inévitablement, les jeunes gens qui travaillent ici dans notre ville n'ont pas besoin de partir à Lille, à Roubaix, à Tourcoing ou ailleurs pour essayer de déboucher. J'ai un exemple concret. J'ai là aussi rencontré toute une série de dirigeants de ces filières. Et je me souviens d'une discussion avec les dirigeants de ST Microélectronique il y a quelques mois de cela, qui me disaient, nous, on cherche, un exemple aussi, on cherche des gens qui ont un DUT particulier, DUT chimie, autant que je m'en souvienne. Diplôme universitaire technologique. Oui. Je lui dis alors, il me dit alors, il n'y en a pas dans le coin, on est obligé de faire des appels dans toute la France, donc il y a des jeunes avec des DUT chimie qui viennent chez nous. Ah bon, très bien. Je fais rencontrer, mais incidemment, les dirigeants de l'IUT et la DRH de la directrice des relations humaines de ST Micro. Et je dis, ben tiens, ça tombe bien, regardez, ST Micro a besoin de ça, et chez vous? Réponse, ah mais nous on en fait. Mais comment vous en faites? Ben oui, on sort des DUT chimie. Mais comment vous sortez des DUT chimie? Et eux, ils ne trouvent pas, d'accord? Donc, exemple concret, on sort un diplôme de ce côté, et de l'autre côté, on cherche.
Est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dessus de donner trop de pouvoir à l'entreprise sur les choix de formation ou d'études? Il y a aussi ce débat-là qui est au sein de l'université pour aller un petit peu plus loin. Vous m'avez pas entendu parler en termes de pouvoir, mais en termes de communication. En termes de communication. Et je pense qu'à partir du moment où dans une commune, on mène une politique, je pensais à la zone d'activité, et donc aux entreprises qui vont être périphériques à Eurocopter, périphériques à la microélectronique et périphériques à ITER, pourquoi ne viennent-elles pas s'installer ici, à condition qu'on leur dise? D'accord? Et dans ces conditions, il est évident qu'on crée des emplois. Mais dans ce type d'emploi, il y a la nécessité permanente de former. Donc ce sont les entreprises qui continuent à former parce que les technologies, bien évidemment, avancent. Ça, c'est une chose. Autre chose, parce que je vous ai entendu en parler tout à l'heure, c'est la notion d'insertion ou de réinsertion. Là, on n'est pas tout à fait dans le même secteur. Mais la ville a un rôle à jouer. La ville a un rôle à jouer parce que dans toute une série de marchés publics, on fait appel à des entreprises qui travaillent avec des hommes de l'insertion. Là, dans ce domaine, il y a une vraie réflexion à mener. Vous avez parlé de ITER. Oui. Ça m'intéresse. Le nucléaire, notamment avec Jackie Lecuy, qui a travaillé dans les sous-marins nucléaires pendant 15 ans. On parle des nouveaux projets du nucléaire, ITER, Cadarache, des milliards d'euros. C'est une grosse polémique. Polémique aussi sur le traitement de la main-d'œuvre et notamment des sous-traitants. Enfin, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent et on sait que c'est au cœur des discussions au niveau gouvernemental. Enfin, on sait que les écologistes aimeraient avoir un positionnement un peu clair. Quel regard quand on est candidat? Alors, je vais vous répondre évidemment, mais je voudrais revenir sur la dernière intervention d'Édouard, parce que quand on parle effectivement d'emploi, et quand on parle de formation, c'est des sujets suffisamment graves, en particulier pour nos jeunes, pour essayer d'être exact. Il a cité cette affaire de ST Micro, l'IUT, et ainsi de suite, lorsqu'on était ensemble sur la tribune de l'IEP. Sauf que depuis, les choses ont un peu changé. L'Institut d'études politiques. L'Institut d'études politiques ou Sciences Po. Il avait raconté sa rencontre avec le directeur d'ST Micro, puis sa rencontre avec le même directeur de l'IUT qui mentionne ce matin, sauf qu'il disait ce dont il manquait, c'était des BTS chimie. Bon. Et quand il a dit que... C'est pas des BTS. Si, tu as cité BTS, et tout le monde a dit, c'est quand même bizarre, qu'il ait rencontré le directeur de l'IUT où on n'a jamais fait de BTS. Donc depuis, tes conseillers ont dû... Brevet de technicien supérieur en 2 ans. Tu t'étais trompé parce qu'effectivement, dans les IUT, on fait des DUT et pas des BTS. Sauf que l'IUT d'Aix-en-Provence, je le connais bien, puisque j'ai, et je continue d'employer beaucoup d'apprentis en alternance. Et je vous assure, et vous pouvez vérifier, qu'il n'y a absolument pas de DUT ni de BTS chimie qui sortent de cet établissement. Pas de BTS, ça c'est sûr. Mais il n'y a même pas de DUT. Moi, j'ai employé beaucoup de jeunes en alternance qui sont effectivement dans mes sociétés, qui ont bossé dans les sociétés que j'ai dirigées. Il y a transport et logistique, il y a la filière GEA, gestion des entreprises et des administrations, il y a technique de commercialisation, il y a mécanique productive, il n'y a jamais eu de chimie. Donc, il fallait quand même remettre un peu les choses au point. L'IUT d'Aix-en-Provence ne fait que des DUT et pas des BTS, et surtout pas de DUT chimie. Alors, sur ITER, sur le nucléaire. Sur ITER et le nucléaire. Aujourd'hui, ITER, je pense que Marie Joissin, comme souvent, a joué un peu les empanos en disant avec qui voulez-vous lutter, grâce à moi, ITER est venu sur Cadarache. Elle a donné en tout et pour tout 23 millions d'euros. Bon, le budget d'ITER, on parle de dizaines de milliards d'euros. Donc, si vous voulez, c'est une goutte d'eau. Aix-en-Provence n'est pas regardé, et j'en suis désolé, parce que j'espère effectivement, j'aurais préféré que ce soit le cas, Aix-en-Provence n'est pas du tout un acteur déterminant dans les choix qui sont faits sur ITER. C'est un projet international avec les plus grands pays du monde qui sont aux affaires. Êtes-vous d'accord? Soutenez-vous ce projet et pourquoi? Êtes-vous d'accord? Mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les 2 candidats aux primaires qui sont ici, et l'un des 2 sera peut-être en mars prochain, si jamais effectivement on gagne les élections au maire d'Aix-en-Provence,
on n'aura absolument pas la parole sur les orientations. Si vous aviez Est-ce eu qu'on le est choix. D'accord ou pas d'accord. C'est intéressant si vous aviez Non, le mais choix. c'est intéressant, évidemment, d'avoir ITER à Cadarache, donc sur le territoire étendu d'Aix-en-Provence, à 30 km d'Aix. C'est mieux de l'avoir ici que de l'avoir au Japon, puisque je vous rappelle que la shortlist, la dernière décision, s'est faite entre le site japonais qui était proposé et le site. Depuis, il y a eu Fukushima, donc c'était quand même pas mal que ça soit effectivement à Cadarache. Mais Vous préférez qu'on ait Fukushima à Cadarache? non, je préfère effectivement qu'on ait ce site qui va être vraiment un site très novateur en termes de technologie nucléaire, puisque pour la première fois, on va utiliser la fusion nucléaire, donc c'est quelque chose de nouveau. Ça va créer L'énergie de du l'emploi, soleil, on dit que ça ça pourra va durer que quelques secondes, donc c'est de l'expérimentation. c'est de l'expérimentation, mais aujourd'hui, D'accord, ce qui est intéressant, c'est qu'on va créer du béton, on va mener beaucoup d'infrastructures et ça crée de l'emploi. Donc de l'emploi sur la région, je préfère qu'elle soit là. Édouard Baldo. Moi, je ne peux pas rester les bras ballants à dire « Ah, ben, on n'a pas notre mot à dire ». On l'a déjà dit, notre mot. Et à l'époque de Cadarache, on a construit des cités sur la route de Vauvenargues réservées aux salariés de Cadarache. Oui. Avec des systèmes de transport gratuits, à l'époque. Donc moi, dès le mois de mars, je vais m'atteler à ITER et aux entreprises qui tournent autour d'ITER en leur disant « Vous pouvez venir vous installer sur la zone des Milles et on va vous créer des emplois et on va vous avantager ». Moi, je ne reste pas les bras ballants devant une économie comme celle d'ITER. Voilà ce que je voulais vous dire. On va terminer utiliser les rapidement. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Jamel, c'est terminé? Une minute? D'accord. Alors délai. très rapidement, le dernier point qu'on voulait aborder, c'est la métropole. Jackie Le Cuivre, vous dites la métropole, la messe est dite, elle se mettra en route en janvier 2016. Je voulais savoir si Jackie Le Cuivre devient maire d'Aix, quelle sera sa marche de manœuvre. Quant à Édouard Baldo sur cette question-là, vous dites il faut des décideurs qui décident. Je voudrais savoir, c'est-à-dire Jackie Le Cuivre en 30 secondes. En 30 secondes. Aujourd'hui, la messe est dite. La loi est votée, 1er janvier, ça démarre. Sauf que entre maintenant et le 1er janvier 2016, on a 2 ans, pendant lequel va y avoir la mise en place d'une mission de préconfiguration qui définira quoi? Les prérogatives qui vont rester effectivement aux communes, les prérogatives qui vont aller au conseil de territoire et les prérogatives qui vont être remontées à la métropole. Maire d'Aix-en-Provence, je me battrai comme un chien pour qu'effectivement, dans cette mission de préfiguration, ce qu'on a envie de garder au niveau d'Aix soit gardé à Aix, ce qu'on a envie de voir gérer de manière plus centralisée, plus homogène au niveau métropolitain, aille à la métropole. Voilà. Merci. Édouard Baldo. Moi, de mon expérience internationale, j'ai vu les relations entre les pouvoirs. Et j'ai constaté que chez nous, effectivement, comme le disent les hommes de l'économie, il n'y a pas de décideur qui décide. On a une chance, là, d'avoir sur un certain nombre de points des décideurs qui vont décider. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle moi j'irai tout à fait dans ce sens-là et je tâcherai de profiter de cette occasion pour donner à Aix une dimension internationale de plus. Voilà mon souhait. Sébastien, un dernier mot avant de Oui, rendre un dernier mot. On va être dimanche, donc il y a le deuxième tour. Ce matin, hier, on l'a appris plutôt. Donc derrière Édouard Baldo, on trouve Cyril Diméo, Gaël L'Enfant, André Guinde. Agopian ne se prononce pas. Comment vous réagissez, Édouard Baldo et Jackie Le Cuivre? Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu seul? Je rajoute qu'un mail a été envoyé cette nuit des jeunes socialistes d'Aix qui soutiennent Édouard Baldo. Votre réaction? Vous voyez, C'est fait. la dernière phrase que vous venez de dire, on n'a pas besoin de mettre des ratios dans un programme pour que la jeunesse vous suive. Tous les postulants m'ont téléphoné, les uns à partir du dimanche soir ou du lundi matin, les autres ont réuni leurs troupes et à l'unanimité de leurs équipes, ils ont décidé un rassemblement. Le rassemblement est en route. Il est en route sur les bases qui ont été fixées et sur la philosophie que j'ai définie tout à l'heure quand vous me l'avez demandé. 1, l'éthique. 2, la dynamique de ville. Et là-dessus, on y arrivera. Hier, nous avons tenu une conférence de presse qui était absolument fantastique. Un enthousiasme, une adhésion d'idées, un punch. J'avais à ma gauche et à ma droite Cyril Diméo, j'avais le représentant du mouvement des jeunesses socialistes qui a dit qu'il adhérait complètement, il y avait un représentant d'André Guinde qui adhérait complètement, et il y avait Gaël L'Enfant qui apportait son enthousiasme à tout cela. Eh bien, c'est de bon augure.
on continue et la voie du mois de mars prochain nous est ouverte. On vous souhaite bonne chance. Un dernier mot, Jacques Sur Lecuivre. ce sujet, j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction que ce qui faisait peut-être et sûrement ma différence, c'est que je n'étais pas un professionnel de la politique, que je n'avais jamais vécu de la politique. Je regarde avec beaucoup d'attention et un petit sourire les appareils politiques refaire leur petite tambouille. On réglera les affaires dimanche. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à Sébastien Boistel, journaliste, je le rappelle, au mensuel Le Ravi, le mensuel d'information satirique et régional. On va rendre l'antenne à Radio Zinzine sur le 88.10 FM, notamment sur le Pays d'Aix, les 9 hautes fréquences en région PACA, le site internet sur lequel nous étions en direct également, radiozinzinex.org, sur lequel on retrouvera l'émission dans la page Le Mag. On remercie bien sûr l'association Anonymal qui a organisé et a invité ces deux candidats qu'on retrouvera pour la dernière étape, je le rappelle, donc le 20 octobre, où il faut simplement, je le rappelle, être inscrit sur les listes électorales, payer 1 € minimum pour les frais d'organisation, signer la charte des valeurs de la gauche. Toutes les infos sur le site lesprimairесcitoyennes.fr. Donc on pourra retrouver le débat sur le site anonymal.tv et le Ravi forcément fera un écho dans sa prochaine édition qui sortira tout début novembre. Merci à tous de nous avoir suivis et Merci, à très bientôt. À bientôt. Merci.